Bienvenue sur Pause Chai, le podcast pour les femmes audacieuses. Ici, on fait une pause pour souffler et pour mieux rebondir. À deux ou avec des femmes qui osent, qui doutent, qui tombent et qui se relèvent, on parle d'entrepreneuriat, de féminité, de spiritualité et de confiance en soi. Pause Chai, c'est un espace pour réfléchir, se réaligner et surtout pour oser créer la vie qui nous ressemble. Alors prends ta tasse de chai et lance-toi. Avant de commencer cet épisode, on voulait vous partager notre expérience avec Main Merveilleuse. Coraline fait des massages et des drainages lymphatiques à domicile. J'ai pu tester le drainage lymphatique qui était incroyable. Et pour ma part, j'ai testé le massage prénatal et c'était vraiment super. Le petit plus qui est juste génial, c'est que Coraline se déplace à domicile et rend votre chez vous comme un petit cocon de sérénité. Un lâcher-prise absolu. Pour la suivre, rendez-vous sur Instagram, sur @mainmerveilleuse et on vous dit bonne écoute. Hello tout le monde, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Chabina. Bon, en vrai Chabina, on te connaît depuis au moins 20 ans quand on était voisines à Montrouge. Chabina, c'est cette femme qui te donne l'impression qu'on peut tout faire. Je vous promets, on dirait qu'elle a le temps de travailler à fond, d'être auprès de ses enfants, de lire 1 million de livres, d'être présente pour tout le monde. Bref, c'est une superwoman. Elle a quitté le salariat pour l'entrepreneuriat quand elle s'est installée à La Réunion. Elle a ouvert un glacier et puis en parallèle, elle a réalisé qu'elle avait des tonnes de facettes inexploitées et qu'elle avait envie de les explorer. La voilà business mentor, toujours prête à conseiller, à transmettre, à partager. Tu es ce genre de personne qui cherche au plus profond de soi pour se connaître. Tu n'as pas peur de ce que tu découvres tout au long de cette quête. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es à un moment clé de ta vie. Et du coup, cette interview tombe à pic. Et on a hâte d'en savoir plus. Alors, Chabina, bienvenue sur Pause Chai. Merci beaucoup et merci pour tous ces mots déjà. L'émotion arrive déjà. Là, c'est vraiment toi, hein. Oui, clairement. Et là, je me dis, waouh, mais elle me connaît bien plus que ce que je pensais, en fait. Ah oui, t'as un truc que t'as pas dit. Même quand on se dit qu'on va aller voir notre grande sœur à un tournoi de paddle, Elle est là. elle a même le temps d'aller au paddle. Alors que quand nous, on nous demande, mais pourquoi vous faites pas de paddle? Je dis, bah, en fait, le temps d'y aller, de trucs, ça me fait perdre trop de temps. Mais non, elle y arrive. C'est vrai. C'est une soupape de décompression, le paddle, c'est juste ça, quoi. Bah, c'est trop bien aussi. Ouais. Bon alors, on commence par quoi? Comme vous Quand voulez. t'étais petite? Quand j'étais petite? Ouais, quand t'étais petite. Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir de quand j'étais petite? Bah, à un moment où ça commence, mais en fait, genre même tes années quand t'étais dans le sud. Bah ouais, c'est ma grosse particularité, c'est que je suis née dans le sud. Je suis née à Aix-en-Provence et rien que ça déjà c'est quelque chose entre Aix-en-Provence et Marseille parce que ça a un mode de vie différent du reste de la France. C'est-à-dire que on va célébrer la vie tout le temps. C'est Aix, c'est une ville qui dort jamais, mais genre jamais en fait. C'est vraiment très vivant et c'est très cosmopolite parce que ça va être vraiment la Méditerranée. Donc ça va être un mariage en fait entre la Provence, donc vraiment des valeurs terrestres, ancestrales, les traditions, la foi, la religion, tout ça. Avec le côté bourgeois d'Aix, parce qu'il y a ce côté-là, élitiste, et puis le côté la mer, donc les horizons, et puis le bassin méditerranéen, parce que quand on grandit à Aix, en fait, on grandit avec toutes les cultures. On grandit pas avec des gens pure souche française, c'est des gens qui ont comme vous quoi, des gens qui ont connu les grands-parents qui ont connu la guerre, mais c'est aussi des gens qui sont métis italiens, espagnols, marocains, tunisiens et par extension aussi Portugal et Sénégal quoi. Donc c'est riche en culture et puis c'est riche en émotions parce que à Aix-Marseille on cache pas ses émotions quoi, on les dit haut et fort. Ça a l'air trop bien. J'adore. Dans ma tête, je suis que de dire, ah non, mais ça a l'air vraiment trop bien. Non mais c'est une vie où on vit dehors en fait. C'est Aix en fait c'est les terrasses de café même en plein hiver, c'est-à-dire que ce qu'on voit pas c'est tout le monde est à une terrasse de café, jamais à l'intérieur pour voir tout le monde passer, ça on adore regarder ça. C'est en fait c'est quand vous êtes à Aix sur le premier abord en fait les gens sont
face à la rue, c'est pas genre quand par exemple toi et moi on va boire un café, c'est pas toi face à moi. c'est à côté. C'est à côté, on regarde tout le monde passer. Et en fait, c'est comme ça. Ça me saoulerait un petit peu, quoi. Non, c'est un mode de vie en fait, et on est habillé en hiver, il fait froid donc on a nos manteaux et on a des chauffages qui sont cachés un peu partout sur les terrasses, quoi. Donc on vit à l'extérieur et à partir du moment où c'est le printemps jusqu'à la rentrée, c'est dehors, la ville est dehors dans les parcs. À la plage, la plage on était un peu loin, on était à 40 km, mais la plage elle fait partie du truc, quoi. Donc du coup, t'as vraiment une enfance dehors, comme nos enfants ici à La Réunion. Mais... C'est ça, jusqu'à mes 23 ans, jusqu'à ce que je quitte Aix, c'était la vie, elle était dehors. T'as quitté Aix à 23 ans? 23 ans, ouais, 23 et j'ai fait 1 an par intermittence à Grenoble. Donc là, c'était une autre population parce que c'était les montagnards, donc rien à voir. Aix, tu ne rentres pas dans un café à l'époque, tu rentrais pas dans un café si t'avais pas des talons hauts, en fait. Il fallait qu'une femme soit féminine, quoi. Et j'aurais vraiment pas pu, Et arrivé à Grenoble, tu vois, dans des endroits un peu salés, tu vois des gens arriver en pull de montagne, et là tu fais, ok, j'ai changé de région, quoi. En fait, à Aix, dès le premier jour de la rentrée, t'es scanné de la tête aux pieds, et en fait, t'es catégorisé. On va te dire dans quelle catégorie tu vas faire partie. Est-ce que c'est les intellectuels? Est-ce que c'est les gens... Parce que c'est en fait, Aix, ça a une structure particulière parce que tout le monde est fils de quelque chose. Fils d'avocat, fils de médecin. C'est énormément de professions libérales. On est moi, je suis des années 80, donc quand tu vois qu'à l'époque, dans les années 90, les gens, ils avaient déjà 2 voitures. À l'époque, c'était un luxe, quoi. Mais à Aix, c'était comme ça, le mode de vie, tu vois. C'était la maison de campagne, les voyages, le ski, le machin. C'est déjà ce mode de vie, quoi. Et du coup, t'as aimé ton enfance à Aix? J'ai adoré. C'est chez moi, quoi, là-bas. Après, c'est riche en émotions, riche en souvenirs. Et ouais, c'est chez moi. C'est chez moi. À vie, ça restera chez moi, en fait. Même si ça fait très longtemps que je suis pas allée. Mais ça reste à vie chez moi, quoi. Ok, et du coup, t'as pas envie d'emmener tes enfants et tout? Si, maintenant j'ai très envie de leur faire connaître. Mais ça va... c'est pas pareil, en fait. Alors si, mais en fait, il faut juste que j'organise ça. J'attendais qu'ils soient un peu grands pour comprendre ce que j'ai envie de leur transmettre et leur expliquer que ça fait partie de moi, c'est une autre culture, puis il y a une grosse histoire de famille derrière, donc voilà, leur montrer tout ça, quoi. Ok. Donc du coup, une enfance normale dans les études déjà, t'as suivi alors normal, je te dirais pas normal, parce que dès toute petite j'ai eu beaucoup d'épreuves de vie, donc ça a commencé très 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 haut. Et après, même si c'est multiculturel, le problème c'est que des Indiens, il n'y en avait pas. On était très peu. On était tellement peu que c'était du genre quand ma famille, mes parents, ma grand-mère croisaient un Indien quelque part dans un magasin, il fallait l'accoster pour savoir d'où il venait, tellement c'était l'exception, en fait. Et c'est comme ça qu'on s'est liés d'amitié avec des gens qu'on n'avait jamais rencontrés de notre vie, qu'on connaissait ni l'ascendance ni rien, qui venaient du Pakistan ou de l'Inde, et puis on faisait connaissance, et puis on allait boire le thé ensemble, quoi. Mais en fait, vous étiez juste votre petite famille? Alors nous, on était au moment où moi je suis partie, je crois qu'il restait 40 personnes, même pas 40 personnes, quoi. Mais éparpillées, parce que c'est quand même assez grand la région. Moins de 40 personnes. Après, il y a une partie qui a migré ici, une partie qui est repartie à Madagascar. 40 personnes, je veux dire, de la communauté. De notre communauté, ah, oui, d'accord. De notre communauté, ouais, éparpillée. Mais aujourd'hui, on en a croisé le week-end dernier, et c'était ça, c'est notre famille, quoi. Ouais. Mais on était très peu, c'était tout petit. Ouais. Donc t'as pas grandi dans ce truc de la communauté comme nous avec pas du tout, je l'ai découvert avec vous à 23 ans. Mais je savais pas que t'avais 23 ans, je pensais que t'étais plus jeune. Non, c'est Arzina qui était plus jeune. Oui, Arzina, ils ont quand même ah oui, parce qu'elle était là pour ses 20 ans et tout. Oui, c'est ça, c'est ça, Euro Disney. Et et après ça a été Paris pendant 10 ans et La Réunion maintenant depuis 10 ans aussi. Donc en fait, t'es une fille de la plage, toi. Oui, t'aimes le soleil. Ouais, clairement. C'est la mer. Ouais. Plus que, oui, et puis même par mes origines, parce que mon père est de Tullard, donc c'est la mer. C'est toujours le côté mer, le côté ville, le côté gens, quoi. C'est ce qui anime, quoi. Ok. Et du coup, c'est toi qui avais voulu venir à La Réunion? En fait, on avait. Parce que c'était ni pour l'un ni pour l'autre, Paris c'était une transition, c'était une belle page de notre vie, mais ni l'un ni l'autre étant originaire de Paris, on se voyait pas vivre toute notre vie
à Paris, quoi. Donc on avait déjà, dès le début, c'était genre, ouais, c'est quoi la prochaine étape? Donc on réfléchissait, le monde est grand. Et puis, au bout d'un beaucoup d'années, on a fini par avoir notre premier fils. Et là, on est venu en vacances, il avait 3 mois. Et on est venu le présenter à la famille, donc aux grands-mères, donc ici et à Madagascar. Et puis, en fait, il se trouve que à ce moment-là, mon père était, donc lui, ça faisait déjà 1-2 ans qu'il était installé ici. Il avait un projet de glacier. D'ailleurs, au moment où on est arrivé, il y avait une formation aussi qu'il avait reçue encore ici depuis l'Italie et tout. Le chef italien était venu pour lui montrer et tout, l'aider à aménager le labo et tout. Et en fait, il y a la maison juste à côté de mes parents qui venait de se libérer et le proprio qui agrandit, qui doublait la surface. Et du coup, on a voulu voir. On est parti à Madan, on est revenu, on a dit est-ce qu'on peut repartir voir la maison parce que on va débarquer. Et mon père me dit mais tu reprends le boulot là. Mais oui, je rentrais, je prenais mon congé. Ah bah oui, ton congé mat, j'avais fini mon congé mat, je reprenais le boulot. J'étais en déprime totale, quoi. Je me retrouvais, il faisait hyper chaud, je me retrouvais seule, c'était le début de Ramzan. Il y avait ma sœur et mon beau-frère aussi qui s'étaient retrouvés en même temps que nous ici en vacances. Et là où on était dans une grande maison, d'un coup, je me retrouvais toute seule dans un appart avec un bébé de 4 mois, super chaud. Je m'enfermais dans la maison tellement il faisait chaud et je lui faisais prendre des bains toute la journée pour pas qu'il qu'il ait un gros coup de chaleur, quoi. Et on attendait que ma sœur rentre de son boulot pour aller manger sur sa terrasse et prendre un peu de l'air parce qu'on me suffoquait à cette période-là, quoi. Et j'ai pris le boulot et tout, mais moi, c'était déjà décidé. En fait, je savais, quoi. Et mon père me dit, reprends le boulot quand même, tu vas voir. Et au bout de 3 semaines, je suis allée voir mon chef, j'ai dit, je m'en fais, quoi. Et là, il me dit, ah ouais, tu t'en vas et tout, t'es sûre de toi? Et je dis, ouais, on peut pas continuer à vivre cette vie-là où, en fait, à chacun de nous, il restait plus qu'un parent. On n'avait pas envie que nos enfants grandissent loin de nos parents, alors que moi, j'avais vécu près de mes grands-parents. Et il m'a dit, parce que mon manager était hyper humain et que voilà, c'était un mec qui, pareil, il venait d'Espagne, de la Corse et tout, donc sens familial, sens des valeurs et tout, il a dit, ok. Et quand je suis allée voir les RH quelques semaines après, ils me disent, mais est-ce que t'es sûre de ton coup, là? Et je dis oui, il me dit, t'en as parlé à ton management? Je dis, oui. On me dit, mais en fait, nous, on a des projets pour toi. Et on ne savait pas comment te le dire. En fait, on comptait t'envoyer en formation aux États-Unis parce que on venait de se faire racheter. Et moi, en fait, déjà, pendant ma grossesse, en fait, on m'avait déjà fait monter en corps de poste et tout, donc en gestion de projet. Et je crois que ce qui me visait, c'était de me faire passer les cycles de certification en project management. C'était mon rêve, hein. Mais par rapport à mon bébé, ça faisait pas le poids. Attends, parce que là, ça va trop vite. Il y a trop de trucs par rapport à tes études et tout. Ouais. Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire? Est-ce que tu avais déjà une appétence pour quelque chose? Enfin, tu vois, tu savais déjà... Non, en fait, je me suis toujours laissée porter par la vie. C'est hier, on a eu la même chose. Et l'invitée, elle disait ça aussi, elle se laissait porter par ça. Ouais, non, ça a toujours... Alors, ça pourrait être opportuniste, mais opportuniste, ça a une mauvaise connotation. Ou ça pourrait être ambitieuse, mais là aussi ça a une mauvaise connotation, quoi. Mais c'est ça en fait, c'est ce côté, je vois où Dieu me guide et puis tiens, il m'ouvre une porte, viens, on va voir ce que ça donne là, on ouvre la porte et puis si c'est bien, tant mieux. C'est pas bien, on ressort et puis on fera autre chose, quoi. Mais t'es de nature positive. Oui, très. C'est l'éducation que j'ai reçue par oui, mais là, comme t'as dit, t'as vécu des épreuves de ta vie. Oui. Justement, ça doit être justement plus dur en fait de faire confiance en ses choix. En fait, quand tu vis le pire, tu sais que de toute façon, en fait, la conception de la vie que j'ai, c'est il t'arrive le pire des trucs, le truc que t'attends pas, qui est inattendu, les accidents de la vie, peu importe ce que c'est, et ça t'arrive. Et en fait, t'as 2 choix, c'est soit tu relèves l'épreuve, et tu sais que si on t'a donné l'épreuve, c'est que c'est pour toi, parce que c'est marqué que Dieu ne te fait rien subir de plus que ce que tu es capable de supporter. Donc, soit tu es capable de supporter, soit tu n'es pas capable de supporter et que tu comprends pas et tu te victimises, et voilà, c'est fini, c'est game over, quoi. Au bout d'un moment, quand tu peux plus, c'est game over et tu décèdes, c'est tout. Donc, tant qu'il y a de la vie, faut y aller, quoi, et puis tu verras bien ce qui se passe, en fait. Et depuis que t'es petite, t'es comme ça. Genre, tu parles comme ça, mais. C'est une maturité, quand même. C'est une maturité, mais genre, à 10 ans, tu ne disais pas ça, peut-être. Non, je pouvais pas avoir cette conscience-là, mais par contre, c'est l'éducation que j'ai reçue, parce que mon père, ça fait quoi? Ça fait combien d'années qu'il est en sursis, en fait? Ça fait 40 ans qu'il est en sursis. Donc, lui, à 27 ans, on lui avait dit, tu vas mourir, quoi. Donc chaque jour, aujourd'hui, là, 67, ça fait 40, quoi.
Et du coup, quand tu vois quelqu'un qui se bat tous les jours, en fait, lui, il pourrait être dans son lit, quoi. En vrai, ce serait ça sa vie, quoi, s'il s'était laissé abattre. Mais non, lui, il est tout le temps, il est encore en train de travailler, encore en train de monter des nouveaux projets, il fait plein de trucs, quoi. Et du coup, quand t'es éduqué comme ça, t'as peur de rien. Après, par contre, j'ai aucune vision de l'avenir. Je peux pas me projeter sur 30 ans ou quoi. Même 5 ans, c'est trop loin pour moi. On verra ce qui se passe la semaine prochaine. J'en sais rien, en fait. On verra bien. On se laisse porter, quoi. Alors que moi, c'est peut-être un jugement ou je sais pas, mais au contraire, j'ai toujours cru que toi, tu étais quelqu'un qui savait exactement où t'allais. Tac, ouais, tu vois, et en fait, là, ça me fait, genre, j'ai l'impression de tomber je me dis, vraiment, j'ai toujours eu cette image. Jamais, je me suis toujours laissée porter par les événements, en fait. Toujours. C'est peut-être parce qu'on la voit comme une fille aînée. Ouais. Tu sais, peut-être que tu te dis, c'est toi qui dois guider, tu vois. Peut-être. Oui, après, forcément, il y a un fil conducteur, mais le fil conducteur, il est spirituel, il n'est pas ailleurs que spirituel. Donc après, on tente les trucs et puis voilà. Et puis après, il y a ce truc que j'ai, c'est Connecting the Dots. Donc on essaye de rattraper, de faire des liaisons entre tout ce que j'ai appris, les compétences, l'expérience de vie, et on relie tout ça, quoi. Mais non, il y a jamais de planification. Non. Je sais pas pourquoi. Genre la Réunion, c'était improbable. Ça aurait fait partie de nos plans parce que on a hésité avant de venir ici parce que c'est une île, quoi. Nous, ce qu'on adore, c'est voyager. Et puis là, c'était juste pas possible, quoi. C'est genre, quand est-ce qu'on sort de la Réunion, en fait C'est compliqué de voyager d'ici. La même chose en 2 jours. Il y a un truc, tu vois, je me dis, il n'y a pas de hasard, c'est obligé. Pourquoi on nous dit ça 2 fois en 2 jours? Il y a un truc à creuser. Enfin bon, bref. Attends, il n'y a aucun rapport, mais à chaque fois, rien que là, depuis le début, la façon dont tu parles de ton père. Oui. T'as une admiration pour ton père. T'as une relation très spéciale avec ton père, non? Ouais, c'est... je saurais pas l'expliquer, mais c'est mon père, quoi. Parce que là, le glacier... Ah oui, tout c'est de la transmission directe, et puis c'est une relation à part. Donc quand il te dit quelque chose... Est-ce que tu arrives quand même à prendre des décisions par toi-même ou il faudrait lui demander. C'est assez biaisé quand même. On a tous les deux de forts caractères, donc ça peut vite monter en fait. Mais il y a énormément de respect. Et puis en fait, il n'a jamais... je viens aussi d'une famille, bien que dans notre communauté, ça soit quand même assez fermé en fait de base. Pas fermé, mais il y a quand même ce côté très patriarcal qui existe chez nous. Mais moi, je suis issue d'une famille où on nous a jamais dit en tant que femme, vous pouvez pas le faire, quoi. Jamais ça a été autour de... C'est l'instruction, elle est obligatoire pour toutes les femmes. Et chacune, si elle veut monter sa boîte ou travailler, c'est son problème, en fait. Mais il n'y a jamais eu de restriction, genre, toi, t'es dans la cuisine, ça a jamais été comme ça, quoi. Donc déjà, mes parents étant issus du même clan familial tous les deux, donc j'avais déjà cette éducation-là de base, en fait. Et en fait, il m'a toujours dit, depuis que j'étais toute petite, et ça me saoulait, ça me stressait, j'étais pas d'accord, c'est quand on veut, on peut. Et chaque fois que je revenais... et c'était, oui, mais pourquoi t'as pas eu la meilleure note? Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Donc, c'était une note exigeante, beaucoup de pression. Donc, non, j'étais pas comme ça. J'avais zéro confiance en moi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, oui, en fait, oui, quand on a envie, on le fait, quoi, c'est tout. On se pose 50 millions de questions, on y va, puis on essaye, on met les moyens pour, quoi. Mais non, une relation à part avec lui, clairement. Ok. Mais t'étais plus une petite fille, genre vive, ou plutôt discrète, ou plutôt... Alors, discrète, oui, parce que quand tu es issue de la minorité, on t'oblige à être discrète. Dans mon cas, j'avais un autre prénom aussi, et c'est il y a quelques années à La Réunion où je me suis dit, mais pourquoi je me fais appeler par Sandrine alors qu'en fait, il y a 1 milliard d'Indiens sur la planète, quoi, c'est bon, quoi. Ah, tu utilisais vraiment Sandrine? Alors, je l'ai... c'est le prénom que j'utilise dans ma vie professionnelle, en fait. Si tu veux, j'ai réussi à l'éviter parce que au départ, je savais pas que je m'appelais Sandrine. Donc, quand on m'a inscrit à l'école, c'était Shabina. Et puis après, arrivé au collège, il a fallu prendre ce nom-là parce que c'était mon nom civil, en fait.
c'était mon premier prénom. Shabina était que le deuxième, en fait. Mais il y avait toujours des gens qui me connaissaient d'avant. Donc, jusqu'à ce que je déménage à Grenoble, il y avait toujours des gens qui me connaissaient d'avant et qui m'appelaient par les deux, quoi. Et c'est quand j'ai commencé le boulot, bah là, c'était Sandrine. Mais après, il y a des gens qui ont su que je m'appelais Shabina. Donc, au final, aujourd'hui, je dis, bah, je suis à La Réunion, pourquoi je dois revenir de mes origines? Mais ça doit être trop dur j'ai l'impression que t'as une double personne. Tu sais, c'est ça. C'est dur. C'est ça. Et c'était exactement ça. J'avais une personnalité pour la communauté, une autre identité pour le monde civil. Et les gens du coup, dans ma famille, quoi, tu vois. Et là, aujourd'hui, je réconcilie le tout, quoi. Là, c'est bon. En plus, il y a un vrai impact sur les prénoms. Enfin, je sais pas si j'invente, mais il y a un impact, le prénom que tu as et que tu portes, en fait. Oui. Et même ton deuxième prénom et tout, il y a. Enfin, moi, je comprends toujours pas. Moi, c'est Sabine. Merci, papa. Moi, c'est Sabrina. Enfin, nous, on est 3 Z et 3 S. En fait, je comprends pas, en fait. Et Didi, c'est Sandrine. Ah, j'avais pas, oui. Ouais. Okay. Donc, et du coup, je me dis, donc, du coup, pour toi, ça devait vraiment, dans ta vie, en fait, c'est toujours compliqué parce que c'est chaque fois que tu fais un message de répondeur ou que tu signes un mail, tu dois réfléchir, la personne, elle me connaît comment, quoi. Et là, depuis quelques temps, en fait, je signe de plus en plus Shabina, quoi. Et dans ma signature, maintenant, j'ai les deux. Et quand les gens me disent, ouais, c'est Sandrine Shabina, c'est comme tu veux, c'est toi qui choisis, mais en vrai, ça dépend de ton degré d'intimité avec moi, en fait, j'ai envie de te dire. Et ta capacité d'ouverture d'esprit, en fait, aussi, c'est surtout ça aussi, quoi. Mais après, quand j'ai fait un post LinkedIn il y a quelques années, mes anciens collègues qui m'appelaient Sandrine sont mis à m'appeler Shabina, en fait. Oui, parce que c'est moi, en fait, en vrai. Et pour tu dis qu'il y a une signification, et Shabina, en fait, ça veut dire œil du cyclone. Donc le truc, c'est à La Réunion que tu décides de vraiment t'affirmer. C'est ça. Et en fait, j'y ai pensé quand il y avait eu le gros cyclone il y a 2-3 ans là. Et pas l'année dernière, mais avant ça. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vraiment moi, en fait. C'est moi, je vais rester stable, ancrée, mais autour de moi, tout va déménager, quoi. Et je vais faire. Oui, parce qu'à l'endroit de l'œil, là, il y a rien. Là, il y a rien. Ouais, c'est le calme. C'est ça, c'est le calme. Mais je vais tout faire bouger autour de moi, quoi. Ok. Je sais plus où on en était. Donc tu savais pas, t'avais pas décidé de réellement ce que tu voulais faire. Alors déjà, je suis sortie du format classique généraliste. Quand en seconde, fallait marquer les études qu'on voulait faire. Moi, j'avais mis STT. Et là, du coup, tous les profs sont venus me voir en me disant, mais ça va pas et tout. Qu'est-ce que tu veux faire STT? C'est une voie de garage, machin. Tu vas finir avec un bac pro et tout, machin. Et je dis, mais non. Moi, je veux pas faire autre chose. J'avais aucune envie de faire... Mais comment tu savais que tu voulais pas faire? Parce que j'avais pas envie de faire des études généralistes. Ah, d'accord. Et j'avais vraiment pas envie de faire des études généralistes parce que, comme je savais pas ce que je voulais faire, en fait, au départ, je voulais faire interprète. J'aurais adoré. Vraiment, j'adore les langues. Mais je me suis dit, je peux pas aller parler la langue des autres si je maîtrise pas ma langue maternelle. Donc, j'ai dit non, quoi. Et après, il y a eu ma prof de maths qui m'avait félicité en me disant, c'est très bien parce que souvent, en fait, c'était très catégorisé. Genre, elle, tu sais pas trop ce que tu veux faire. ES, c'est bien, mais après, ou si t'as pas de projet déterminé derrière, c'est compliqué, en fait. Et après, l'idéal, c'est de prendre S, sauf que ça, c'est plus général, et au moins, t'es sûr de faire tout ce que tu veux derrière, quoi. Sauf que S, moi, je peux pas, parce que, alors, je sais pas si ça vient de ma dyscalculie, mais géométrie, c'est pas possible pour moi, en fait, la perception, n'est-ce pas? Je suis arrivée, je t'ai dit, je sais pas me carrer. Ah oui. Mais j'ai dit, mais ça, tout le monde, non? Ça me faisait problème. Donc, du coup, j'ai dit non, et ma prof de maths, c'est la seule qui m'a dit, t'as complètement raison. Et donc, quand je suis arrivée en STT, le premier jour de la rentrée, on nous a dit, vous allez voir, on va vous dire, ça sert à rien, c'est une voie de garage, on va vous critiquer. Et généralement, quand vous avez fini ça, vous faites un BTS. Mais si vous voulez, vous pouvez faire plus d'études. J'ai dit, ok, pourquoi on va s'arrêter au BTS? Donc, non, j'ai fait un bac plus 5 et j'ai arrêté, je voulais faire un doctorat. Mais j'ai arrêté parce que quand j'ai passé mon dernier été à plancher sur mon mémoire plutôt qu'à aller à la plage, j'ai dit non, c'est bon, on arrête là. Mais du coup, t'aimais bien quand même travailler, ça veut dire. J'adore. C'est un passe-temps. Les enfants, ils entendent. Je vais leur mettre la phrase en boucle. Ah oui, c'est un passe-temps pour moi. Je peux pas concevoir de pas faire quelque chose, quoi. Toujours que j'apprenne. Apprendre Et appliquer. Toujours. Okay. Ouais. Mais quelque chose de concret, pas. Quelque chose. Pas d'être. Dans tous les domaines ou tu choisis tes domaines d'intérêt, en fait? Oui, quand même. Oui, il y a. Ouais. Oui et non. Tous les domaines, franchement. Oui et non. Tout. Tu vas lire des livres sur tout. Non, il y a des trucs que je laisse à mon fils avec tout ce qui va être dinosaures et les sciences, c'est pas mon truc. La science-fiction, t'aimes bien?
Science-fiction. Si c'est quelque chose de novateur, oui. J'avais lu il y a un bouquin quand j'étais étudiante. Et en fait, c'est ce qui se passe à Dubaï aujourd'hui. C'était, je sais plus comment il s'appelle ce livre, mais c'était genre on lisait sur des écrans, donc c'est les Kindle et autres, et on fait du ski dans un endroit fermé, en plein milieu du désert. Mais c'est ça en fait, le mec il était avant-gardiste quoi. On était qu'au début de Dubaï, c'était quand on construisait l'île quoi, on n'avait pas tout ça quoi. Donc ouais, les science-fiction juste à ce niveau-là quoi. Mais généralement la science-fiction c'est des gens qui savent les choses quoi. Ouais, c'est peut-être ça qui me fait flipper. Ouais, je sais pas, moi j'aime pas trop, j'aime bien quand c'est la vie réelle, quoi, tu vois, genre les vraies histoires, les histoires de la biographie ou les histoires de... Ouais, ça j'adore. Ça te passionne. Ouais. Ok, donc tu fais tes études, donc là je fais mes études, je passe mon bac, le bac SCT c'était sur 1 mois. Attends, j'ai juste une question. Tes parents, ils étaient ok pour tout ça? Mes parents, le papa, il veut. C'était la grosse blague. Mais ils ont aimé parce qu'en fait, c'était le commerce, la spécialité que j'avais choisie. Et j'ai grandi avec le truc. Tu viens du Gouza, tu sais forcément t'es forcément doué en maths et t'es forcément doué pour le commerce, quoi. Donc, ça allait de pair. C'était concret, c'était logique. J'arrivais à en parler avec mes parents. Et après, il fallait choisir sa voie d'études. C'est mon père qui m'a amené faire... alors, Aix, c'est la ville universitaire par excellence. Donc, c'est tout ce qui est études littéraires et économiques. Et Marseille, c'est tout ce qui est médecine, en fait. Et du coup, moi, je voulais faire absolument un BTS commerce international. Le problème, c'est que c'était à l'autre bout de Marseille. Mes parents, ils n'étaient pas prêts à m'envoyer seule. Ça reste Marseille, ça reste quand même, c'est pas très sécure pour une jeune fille. Et après, mon père m'a amené aux journées portes ouvertes IUT, et là, c'était logistique et transport. Il m'a dit, ça a de l'avenir, ce truc-là. Et j'ai tellement kiffé. Le dernier jour du bac. Mais il s'implique quand même. Ah oui, toujours un papa. Il a toujours été hyper impliqué dans mes choix. Alors que nous, c'est nous qui avons décidé chacune de notre côté. Il a toujours été hyper impliqué. Oui, mais même pour tout, je trouve, même quand tu parlais du glacier, du machin, je trouve, oui, il est toujours là. Il est toujours dans les parages, il donne son avis. C'est toujours mon meilleur consultant, en fait. Ouais. Mon business coach. C'est mon business coach. Ouais, il a vraiment son avis, en fait. Ouais. Et jusqu'au dernier jour, parce que c'était sur 1 mois le bac SCT, parce qu'il y avait beaucoup d'euros à passer et tout. Et ma mère, à la fin, elle n'en pouvait plus. Elle me dit, mais Chabine, tu te rends compte que tu as eu toutes les formations que tu voulais et tu me prends la tête parce que tu n'as pas eu la réponse pour l'IUT, quoi. Parce que l'IUT, il y avait 3 formations. Je crois que j'avais les 3 formations, au moins 2 sur 3. Mais il me manquait cette réponse. Et après, j'ai adoré. La logistique, j'ai vraiment adoré, quoi. Et voilà, va expliquer à tes parents ce que c'est que la logistique. On est en année 2000, quoi. Et je dis, tu vois ton rayon Carrefour, là, pour qu'il soit plein, c'est la logistique derrière. Et c'est comme ça que j'ai toujours essayé de chercher et tout. Et après, en gros, je devais arrêter là au DUT ou faire une formation de 1 an. C'est que la formation d'1 an, ça m'aurait mise dans des entrepôts logistiques avec des transporteurs qui sont bien baraqués, quoi. Et moi, toute petite, ça pouvait pas passer, quoi. Et donc, j'ai dit non, je veux faire autre chose. Et là, j'ai enchaîné sur une formation en gestion des entreprises qui était la même, mais c'était se créer un poste entre 2 quelque chose. Donc 2 services ou 2 entreprises, quoi. C'était ça la spécialité. Donc, fallait encore se créer une place. Et là, quand j'ai fini, je dis non, en fait, je veux continuer encore. Et donc là, je suis partie à Grenoble pour les systèmes d'information. Et après, ma première partie de carrière était vraiment liée à ça. C'était vraiment, là, on revient à ma maternité. Et donc là, j'étais en gestion de projet et je voulais devenir chef de projet. À l'époque, c'était ça. Mais quand j'ai eu mon enfant, non, je voulais pas. Nos carrières, elles étaient trop prenantes. C'est ça, c'est plus du tout les mêmes envies une fois que. Ah non, c'est. Mais du coup, t'as eu l'impression justement que tes enfants, tout a changé à partir de ta maternité. Est-ce que t'étais carriériste avant? Est-ce que tu vois, tu t'étais non, en fait, tout le monde a toujours cru que j'étais hyper carriériste, alors que je suis une vraie fan d'intérieur. C'est possible aussi. Quoi? Qu'elle était carriériste? Ah oui, mais c'est l'image. Mais c'est incroyable comment l'image. Moi, je suis celle qui reste à la maison à préparer des biscuits et des gâteaux et faire des goûters avec les enfants, quoi. C'est ça mon truc, hein. Mon vrai truc, c'est ça. Brivante de camp, toi. Sur Boschal. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est mon vrai kiff. Surtout quand on était à Paris, moi, vraiment, je croyais ça. Oui, parce que après, parce que t'es à fond. Quand t'es jeune, on a 20 ans, c'est pas pareil. Oui, je m'implique toujours dans ce que je fais. Je m'engage pas à moitié, quoi. Si je fais un truc, je m'engage, j'y vais, quoi. Et après, j'adore travailler, mais du coup, tout
toute ma carrière, elle se fait autour de mes enfants. C'est-à-dire que, bon, en gros, en plus, j'ai récupéré entre midi et 2. Moi, à 3h30, ma journée de travail, elle est censée être terminée parce que je récupère les enfants, quoi. Mais du coup, ça veut dire que je bosse le soir et le week-end pour compenser. Et ça apprend à bosser autrement, quoi, pour les placer toujours, eux, au cœur du truc, quoi. Parce que c'est plus important. La vie, on pourra toujours travailler, mais eux, l'éducation, non. C'est l'impression grand. Ouais. Ah là là. Donc là, du coup, gros changement, là. Tu dis à ton chef, tu t'en vas. Je dis, je m'en vais et j'arrive ici. Non, juste un mois, parce que ça s'est passé très vite. Hein. On est arrivé à nouveau à Paris en juillet. Et septembre, on a commencé à préparer notre conteneur et tout. Et janvier, on est arrivé ici. Et un mois avant, mon père me dit, ça y est, j'ai trouvé le glacier. Donc, j'ai trouvé le local où on va faire le glacier. Est-ce que tu veux m'aider? J'ai fait, ok. Sauf que la vente directe, c'était pas vraiment, ça a jamais été mon truc. Et je me suis dit, ok, de toute façon, j'ai rien à faire. Donc, je suis quand même suivi le parcours de Pôle emploi et tout. Et en fait, la femme, elle connaissait pas, elle savait pas ce que je faisais. Donc, elle me montre des offres d'emploi. Et là, je regarde, non, mais c'est réseau télécom, ça n'a rien à voir avec ce que je sais faire, quoi. Et là, elle me sort, faut être prêt à voyager. Donc, du coup, vous pourrez, il y a des postes qui peuvent s'ouvrir, elle peut aller sur Maurice ou sur Mada, quoi. Et je dis, non, mais c'était pas le but, en fait. Le but, c'était d'être avec des enfants, quoi. C'était pas du tout le but de voyager, quoi. Donc, j'ai dit, non, on va faire autre chose. Et du coup, j'ai vidé tous mes comptes CPF, j'ai eu des fonds de région et tout, parce qu'ils avaient un truc pour les cadres, en fait. Et là, c'était, j'ai entrepris tout un parcours en marketing digital. Et l'idée que j'avais à ce moment-là, c'était de dire, je vais ouvrir une agence digitale. Quand on était en 2017, il y avait pas. C'était le début, quoi. Il y avait pas trop. Surtout ici. C'est ça. Mais il y avait déjà ce côté où on voulait faire de la Réunion un hub pour tout ce qui était communication. Donc il y avait déjà ce côté-là. Il y avait déjà des écoles qui commençaient à proposer des choses et tout. Et en même temps, il y avait le glacier qu'on venait d'ouvrir, donc fin avril. C'était sympa, c'était marrant. Mais là, c'est le projet de ton père, en fait. Là, c'était le projet de mon père, comme ça. Ouais, c'était le projet de mon père et on lui a donné un coup de main, quoi. Sauf que le lendemain de l'ouverture, là, il fait, en fait, ça va être trop sportif pour moi, donc vous allez être au glacier et vous allez gérer le truc. Je fais, ok, sauf que moi, j'avais mon projet dans ma tête. Et du coup, quand j'ai entrepris ce parcours en marketing digital, donc c'était 1 an après, et je me suis dit, on va l'appliquer dessus, quoi. Ah oui? On va l'appliquer dessus, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il fallait que je le teste, parce que quand j'apprends quelque chose, j'ai besoin de le tester. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime bien? Lire. Donc, c'est comme ça que j'ai ouvert mon premier compte Instagram, qui était Liseuse de Choc, où je racontais les livres. Mais le problème qui s'est posé, c'est que chaque fois que je rencontrais quelqu'un dans la vraie vie, on ne parlait que de livres, quoi. Donc les gens venaient au glacier, ils me parlaient de livres. Je rencontrais des gens à la mosquée, ils me parlaient de livres. Et je me dis, mais c'est quoi le problème des gens? Pourquoi ils me parlent de livres? C'était pour Liseuse de Choc. D'accord, mais c'était pas ma vie, quoi. Je veux dire, il y avait autre chose que les romans. Elle comprenait pas, parce que pour elle, c'était genre 1/100 de sa life. Mais pour les autres, c'était genre. Mais c'est ça. Mais c'est le truc des réseaux sociaux. Les gens, ils pensent que ce que tu mets sur les réseaux, c'est toute ta vie, en fait. C'est ça. Alors que c'est ça. Et là, j'en avais marre qu'on me parle des livres. En fait, j'avais d'autres choses à raconter, quoi. Et du coup, j'ai appliqué ce que j'avais appris sur le glacier et tout. Et puis là, on est arrivé avec l'époque des bubble goffres et tout. Et puis ça a explosé grâce aux réseaux sociaux et tout. Et là, il y a des gens qui viennent me voir et me disent, ouais, c'est qui ton community manager? Je fais, non, mais j'en ai pas, c'est moi, en fait. Je ne me croyais pas. Et donc, quelques mois plus tard, on est en juin 2018. Et là, on rachète Magiglace. Et donc, c'est nous qui nous occupons de tout, de la glace jusqu'à la mise en vente, jusqu'à la gestion du personnel et tout. Mais attends, mais là, du coup, tu vas trop vite. Du coup, là, comment vous avez fait? Vous êtes posé avec ton père, Stéphane, toi, comment ça s'est passé? Vous avez envie? Vous étiez C'était une évidence. Il a dit, c'est vous qui bossez à fond dedans, prenez-le, maintenant c'est votre bébé. Et on a hésité, on a réfléchi, pas trop non plus, on a dit, ok, on y va. Ah, vous êtes fonceur, quoi. Oui. C'était un challenge. Et donc, c'était juin 2018. Et là, attends, j'ai juste une question, parce que t'as dit que les gens, ils te demandaient, qui fait votre com et tout. Ouais. Et quand tu t'es dit, c'était toi qui le faisais,
tu t'es pas dit, bah, autant lancer du coup, faire la com pour d'autres marques. J'avais envie de le faire, mais j'avais plus le temps. D'accord. Et à l'époque, en fait, c'était trop marrant. Moi, ça m'amusait. C'est-à-dire, je faisais un post sur un parfum et les gens venaient acheter le parfum, en fait. Moi, ça m'éclait, ce truc-là. Le truc psychologique, Tu dis l'impact que tu Oui, as. c'est ça. Avec juste un post. Puis on était vraiment au balbutiement, quoi. Et là, on était en juin 2018. Et après ça, on a eu les gilets jaunes. On a eu la crise économique, la crise Covid, voilà. Et entre-temps, en fait, quelques mois après avoir acheté, je suis tombée enceinte. Et là, c'était compliqué, C'était compliqué. C'était une grossesse un peu compliquée. Donc, mais voilà, les gilets jaunes, et puis voilà, et d'autres accidents de la vie qui ont fait que c'était très compliqué. Et du coup, j'avais plus cette envie. Je me voyais pas de toute façon avec 2 enfants en bas âge me dire c'est bon, je passe ma vie au glacier, parce que la vie au glacier, c'était à l'époque nos horaires, c'était 23h le vendredi, samedi, dimanche jusqu'à 22h, et en semaine on était 21h30 quoi. Donc quand c'est un enfant, ça va, t'arrives à le faire garder par les grands-parents ou quoi, mais 2 enfants, dont un bébé, c'est juste pas possible quoi. Donc c'est là je dis non, on va travailler autrement. Et on devait travailler autrement. C'était le début où t'as Uber Eats qui débarque et tout. Donc nous, on avait commencé à réfléchir avec eux et tout. Mais, alors c'est pas forcément cette enseigne, mais ces enseignes-là de livraison, quand tu leur dis, mais c'est de la glace, il faut qu'elle soit intacte en arrivant et que t'es pas sûr de comment c'est géré, on a dit non, ça nous intéresse pas, quoi. Et après, on a développé un autre produit qui était le Majestic, donc et c'est ce qu'on a vendu à fond pendant le Covid en fait. En fait, c'est des petites glaces sorbet, mais avec des parfums. Des parfums rayonnés. Et du coup, on les a en individuel en fait. C'est ça, on les a en individuel, et c'est ça qu'on a voulu développer en disant, vu que c'est compliqué pour le client de se déplacer, parce que t'avais beaucoup de gens qui nous disaient c'est quand la prochaine filiale, vous ouvrez où et tout, mais nous on n'avait aucune envie d'aller ouvrir ailleurs et de se taper tous les problèmes d'un point de vente, quoi. Et c'est 2 métiers différents, la restauration et la production, c'est 2 métiers qui n'ont rien à voir, quoi. Après, il y avait toujours des gens qui venaient me voir et qui venaient me donner des conseils. Parce qu'on aime bien ça. On est commerçant de père en fils, on va donner des conseils. Et là, ça me mettait hors de moi au bout d'un moment, parce que je me disais, mais les conseils sont pas appropriés. Qu'est-ce qu'il en sait? Lui, il fait de l'achat-revente ou du service. Mais ça n'a rien à voir quand tu fabriques quelque chose et que c'est ça à manger, c'est pas vous que je vais expliquer, qu'il faut gérer tout ça. En plus, c'est la chaîne du froid, toi, c'est la glace. La chaîne du froid, mais par exemple, tu vois, moi, j'avais pas la gestion des quantités parce que moi, je n'avais pas de perte. C'est la grosse différence. C'est bien. C'est la grosse différence, c'est que ça se conserve. Alors oui, il y a la gestion du froid, mais c'est technique et ça se gère et ça se suit, tu vois, mais il n'y a pas ce côté genre je vais perdre tout ce que j'ai fabriqué parce que j'ai pas eu assez de clients ou j'ai pas assez parce que j'ai hésité à trop prendre parce que j'avais peur de perdre, quoi. Donc il y a pas ce côté-là chez moi. Et voilà, et donc on arrive en 2019. Et là, c'était très compliqué pour travailler. C'était la crise économique en plein. Les gens étaient dans un autre mood. Nous, on a eu des problèmes à l'intérieur, de l'intérieur. On a eu du sabotage de l'intérieur par nos salariés. Ah, les salariés. Ouais. Alors là, gros sabotage. Et du coup, on a décidé d'organiser autrement et tout. Et puis, le Covid est arrivé. Et on a hésité. Est-ce qu'on rentre à Paris ou pas? T'étais à ce point-là disons que en fait c'était trop galère cette époque, si tu te souviens, quand on a rouvert là au mois de mai, toutes les 3 semaines ça a changé la législation. Tout le temps. Tu te souviens quand on était obligé de dire aux clients non, reculez, il faut 1 mètre, non, il faut 2 mètres, tu passes par là pour la route. Il fallait mettre les vitres, les machins. Tu rentres au centre-ville. J'avais la visite. On avait toutes sortes de trucs. Alors nous on avait la vitrine qui faisait la distance, mais après la caisse on avait. Et puis après, je pense que vous avez le même problème, c'est que vous étiez en centre-ville. Donc tout le temps des contrôles et tout, quoi. Pas de possibilité d'accueillir plus de... c'était combien? Je sais plus, c'était 6 personnes, ou je sais pas. C'est que de l'emporter. Nous, on avait de la famille. Vous vous souvenez, quand toi, tu venais avec ta famille, ta belle famille et tout, vous étiez nombreux, quoi. Donc tout ça, c'était fini, quoi. Et puis, les gens, ils ont commencé à être sur leur téléphone. Donc, on consomme que ce qu'on voit sur le téléphone. Et ça, on n'avait pas envie de prendre ce truc-là, quoi. Donc, on a préféré exploiter vous pouvez pas vous déplacer, on amène la glace chez vous. Et donc, c'est comme ça qu'on a développé les Majestic. Et puis, ça s'est développé grâce aux réseaux sociaux. Mais vraiment grâce à ça. Donc, il y a eu ce côté-là. Et puis, gros changement, c'est que
il y a 2 ans, on a dit, OK, on ferme le glacier maintenant. Parce que c'était un métier à part, que c'était trop compliqué, que, en fait, quand on s'est installé, on avait encore ce côté, les gens viennent consommer. Et après, il y a eu les grands centres commerciaux qui sont arrivés, où les gens, en fait, consomment la glace en même temps qu'ils font leurs courses. Ouais. Donc, quand toi, t'arrives le dimanche, alors que c'était ton jour où t'avais 1 heure de queue devant le magasin, et que d'un coup, t'as plus personne, t'as tellement plus personne le week-end que tu te dis, je vais sortir voir ce qui se passe. Et là, tu vois tous tes clients en train de manger leur glace le samedi, en train de faire leurs courses. C'était déjà consommé. Ouais. Et c'est tellement dur psychologiquement. C'est ça. Et on a eu les changements de circulation, les fermetures du parking. Et au départ, t'as des gens qui me disent « Ouais, ça fait 3 fois que je tourne pour acheter un milkshake. » Je me dis « T'es motivé, quoi. Moi, j'aurais pas fait 3 tours de ville pour acheter un milkshake, quoi. » Et là, on s'est dit « Non, c'est plus possible, en fait. » Et puis, il y avait toujours ce côté... En fait, t'es bloqué par quelque chose, quoi. C'est compliqué de gérer en même temps avec ta vie de famille où t'es sans cesse rappelé dans un endroit fixe pour faire grossir les choses, pour développer les choses, où tu dois surveiller de près ce qui se passe, tu dois taper les absences du personnel, c'est le turnover, les choses sont pas faites comme toi tu voulais, toi t'as une envie de faire d'une manière, c'est pas le cas. Et puis alors quand tu te retrouves en magasin, chaque fois c'était ah oui, c'est pas pareil depuis que vous êtes plus là. Voilà. Je l'ai entendu dans un de tes podcasts où tu disais bah oui, mais à un moment donné, on fait comment? Ouais. Et à un moment donné, on fait comment? Et après, on nous dit, il faut apprendre à déléguer, hein. Bah oui, mais comment c'est contradictoire. Et après, le coup de massue, c'est quand tu as eu les coûts d'électricité d'un coup et que tu vois combien tu payes, et que tu payes 8 000 € d'électricité à l'année, tu fais non, ça sert à quoi? Enfin, j'ai pas vendu une crêpe à 10 €, quoi. Et j'ai eu un problème comme ça avec une cliente parce que nous, du coup, après, on n'allumait plus tous les jours nos machines, ça servait à rien, quoi. Et donc, t'as une dame qui vient un vendredi qui fait oui, je voudrais une crêpe. Et je dis désolée, la machine est éteinte. Ah non, et tout, mais pourquoi vous faites pas des crêpes tous les jours? Je dis parce que ça coûte trop cher, en fait, l'électricité, et que du coup, on le garde pour certains moments, genre le week-end et tout, parce qu'on sait que ça nous revient trop cher. Et qu'on n'a pas envie de basculer le prix et d'augmenter nos prix pour les consommateurs. Et elle me fait, vous avez tué mon rêve. Mais t'as cru que c'était le monde des bisounours, en fait, l'entrepreneuriat. C'est très sérieux. Attends, en même temps, quand t'as trop envie d'un truc, moi, je veux pas l'excuser, mais je suis pas dans une crêpe. Tu es mon rêve. Mais c'est ça, elle m'a tué. Et là, je suis en train de me dire, ouais, mais non, on est juste en train de couler notre business, quoi. Donc, je vais te dire, tu veux que je te montre ma facture? C'est ça. Comment dire que, voilà, on travaille plus comme on pouvait travailler avant. Et après, t'as des gens qui disent, je reçois encore des appels. Là, j'en ai reçu 2 coup sur coup pour me dire, vous êtes ouvert cet après-midi? Et là, tu fais, mais vous parlez de quoi? À chaque fois, je décroche, je fais, mais vous parlez de quoi? Vous parlez du glacier? Bah oui, mais ça fait plus d'1 an qu'on a fermé. Et là, tu te dis, mais en fait, tu vois que tu dis, ces gens-là, ils étaient pas venus pendant tout ce temps-là, quoi. Ouais. Et après, ils s'étonnent, vous avez fermé. Bah oui, mais vous êtes où, vous, tous les week-ends? Ouais. Elle est allée ailleurs, là. C'est ça. Donc voilà. Donc l'idée, c'était de se dire, OK, on va travailler autrement et on va recentrer sur vraiment la production et développer d'autres services, quoi, genre la livraison à domicile. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à fermer le glacier l'année dernière. Et ça, là, c'était genre une libération. Ouais, libération. Je me rappelle quand nous on a fermé, tu nous avais écrit. Ah, je vous avais écrit, ouais. Je me souviens plus. Mais parce que il y a pas quand on a lu comme ça, je me suis dit, mais elle est encore en prison, quoi. Genre, nous, on le voyait comme ça. On le voyait comme ça. Mais je dirais qu'on était enfermés dans un truc. Le truc, c'est que, en fait, t'es jamais libre, quoi. Ouais, c'est-à-dire que t'as jamais, genre, quand tout le monde est en week-end, même si toi, t'es pas sur place, il faut que tu saches ce qui se passe, faut que tu regardes les caméras, faut que tu vois s'il y a l'affluence, faut que tu vois si c'est rangé, si c'est pas rangé. Tu reçois des appels de clients, le magasin est fermé, comme ça, le magasin est fermé, il reste encore 20 minutes, quoi. C'est ça. Que des trucs comme ça te monte d'un coup. C'est ça. C'est, des chaises qui sont toutes montées, on descend plus. Pourquoi on descend pas? Non, puisqu'on a nettoyé, qu'il y a plus personne. Bah oui, il y a plus personne parce que les salles elle est relevée, donc les gens pensent qu'ils peuvent plus manger, quoi. Tu vois, enfin, franchement. Ouais. On a un problème d'éclairage aussi, c'est que la rue était éclairée jusqu'à notre point de vente. Et donc nous on était dans l'obscurité. Oh non. On a eu plein de trucs comme ça. Et après on était à l'ère du marketing d'influence. Et moi j'avais pas envie
Parce qu'en fait, quand tu fais ça, il faut faire ça. Quand tu es dans la food aujourd'hui, il faut que tu aies un branding fort et il faut que tu sois vraiment... que tu crées ton lieu, que tout soit instagrammable, que tu choisisses les bonnes personnes. Sauf que ça correspond pas à notre ADN. Parce que nous, c'est la glace pour tous, en fait. Tu vois, parce que notre glace, elle est comme ça. Elle est sans gélatine, sans gluten, sans œufs. Donc, elle est respectueuse de toutes les origines, tous les régimes qui soient de santé ou qui soient ethniques, en fait. Et on trouvait toujours le parfum. Moi, j'ai des tas de gens qui me disaient « Ah, j'aime pas la glace ». Et je leur faisais goûter un parfum et là, finalement, ils me prenaient une boule de glace. Donc, ça ne correspondait plus à notre ADN. Donc, c'est là où on a dit « On va travailler autrement ». Donc, c'était une libération de fermer le glacier. De plus avoir cette contrainte, même quand t'es en vacances, même quand t'es en week-end, de se dire « Il se passe quoi derrière ? Je dois fermer ma caisse, je dois gérer mon personnel, je dois gérer mon stock. » Non, c'était plus possible. Donc en fait, après, t'as trouvé des distributeurs pour Les distributeurs, on les avait trouvés depuis 2020. 2019, on avait commencé à travailler. Après, il y avait déjà la station de mes parents, qui reste en fait, c'était la première entité, l'entité historique de Magie Glace, parce qu'ils ont aussi un corner de glace. Et c'était c'est notre calibrage en fait. On sait en fonction de ça si ça marche ou si on est dans un marché ou dans un marché bas en fait. C'est notre curseur quoi. Ouais. Et après, on a développé le réseau de distribution et le réseau de distribution par la force des réseaux sociaux est venu à nous en fait. Donc, c'est eux qui nous appelaient pour dire oui, on voudrait acheter le produit. Mais on était dans une période où encore ça allait. Aujourd'hui, c'est hyper concurrentiel. Alors, moi, j'ai une question, je me suis toujours demandé. Genre, par exemple, est-ce que tu peux pas aller voir, je veux dire, Engen ? Ouais. Tu peux pas aller voir les patrons d'Engen et après, tu as tous les Engen de Lille ? Alors, c'est très compliqué. Chacun parce que, non, en fait, le marché des pétroliers aussi a beaucoup changé ces dernières années. Et ces sociétés-là fonctionnent d'une autre manière. Et en fait, t'as certains gérants qui sont salariés, t'as certains gérants qui sont vraiment gérants indépendants et tout. Et donc là, on peut faire. Et il y a ceux qui sont sous la coupe de. Donc c'est ça qui est un peu. Donc c'est un peu compliqué. Tu peux pas un coup avoir. Non. Et puis en fait, quand tu vas, chaque fois, on a essayé. C'est pas qu'on n'a pas essayé, mais soit ils croient pas à ton projet. Donc on se dit ok, tu crois pas à notre projet, c'est pas grave, on va le faire. Et c'est là ils disent ah ouais, mais en fait vous êtes en train de développer. Si on faisait ensemble, non c'est bon, parce que en gros tu dois dépenser, tu dois aller lancer des grosses actions de marketing et tout, alors que ça marche dans le truc. Et puis ouais, en fait c'est chacun gère à sa manière. Et puis ça dépend vachement en fait d'une station à une autre. C'est pas la même clientèle, c'est pas la même chose qu'on vend. Et après, tu as eu le gros boom de tous les autres concurrents, genre les boissons. Enfin, il y a tellement de types de boissons aujourd'hui. Et du coup, on rentre dans cette concurrence-là, quoi. Ah bon ? Oui. Ah bah oui, parce que tu vas pas te prendre une glace et une boisson. Non, c'est ça. Un peu exagéré, les boissons. Maintenant, c'est des boissons gourmandes. C'est limite un repas, quoi. Il y a ça. Après, on a eu la concurrence des concurrents, directement, où des gens, ils arrivent. Et en fait, ils te masquent tes glaces. C'est-à-dire que toi, t'as négocié un rayonnage, en fait. Et ton concurrent, il vient et puis il pose ses cartons dessus et il fait tomber tes glaces. On en avait plein, quoi. Et après, on appelait les sociétés mères, les sièges, pour dire, votre gars, il a encore fait ça. Donc, combien de fois on est allé voir des gérants de station en disant, mais machin a mis toute notre glace par terre. Et là, tu te dis, c'est la nourriture, quoi. En fait, comment tu fais ça, quoi. Mais même, c'est malhonnête. Et je veux dire, quand nous, on est arrivé sur le marché, en fait, on a rentré une offre complémentaire. Et en faisant ça, ça a dynamisé le reste du marché. Parce que t'as ceux qui vont acheter leur glace de leur enfance et qui vont donner aux enfants. T'as ceux qui vont acheter des glaces qui viennent en importation, mais c'est un sacré budget, c'est pas au bout de tous. Et du coup, quand tu choisis pas une glace, tu choisis pas une marque, tu fais un assortiment que tu amènes chez toi et puis chacun choisit ce qu'il a envie de manger, quoi. Donc ça a dynamisé le marché, mais les gens, ils avaient pas forcément compris que fallait travailler en intelligence collective. Et c'est comme ça qu'on travaille depuis 10 ans, hein. C'est chaque fois qu'on lance un truc, que c'était nos horaires, que c'était le service à domicile pendant que on était en confinement, que c'était les parfums qu'on lance, que c'était des produits qu'on lance, que c'était les réseaux sociaux qu'on a lancés, on s'est toujours fait copier. Et tu vois, et après, t'avais des gens qui disaient mais on comprend pas, vous venez d'arriver sur le marché, vous avez eu cette idée, et les autres, ils ont pas eu cette idée-là. C'est maintenant qu'ils sont en train de développer le truc. Donc, on a toujours eu ce côté très concurrentiel, quoi. Et à chaque fois, on doit se réinventer pour dire non, c'est bon, on va se démarquer du truc, quoi. On va faire autre chose. Ouais, du coup, c'est reprendre de l'énergie, rechercher d'autres idées, essayer de déployer.
Être déçu de... Je dirais oui et non. Parce que si tout est planifié d'avance, ça devient problématique. Mais si t'as ce côté, genre, je rebondis sur mes pattes quoi qu'il arrive, et je reste agile et j'anticipe le truc, donc là, non, c'est bon. Ça va, quoi. Ça va. Ça veut dire qu'il faut toujours être au taquet. Tu dois toujours voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui... Tu vois ? Ouais. Quelle est la demande ? C'est à la fois rester en veille sur ce qui se passe dans le monde et à la fois être à l'affût de la moindre alerte, quoi, du moindre signal qui te dit là ça va baisser là. Là il y a un truc qui se passe en fait. Et d'aller essayer de comprendre pourquoi. Ok. Et donc dans tout ça, tu travaillais en couple. C'est ça. Du coup, chez vous parliez de ça. Genre les enfants, pour eux, c'est normal, quoi. Les enfants font partie de l'aventure, voilà. Quoi. C'est au point que le petit est allé dire à ses copains qu'il fabriquait de la glace. Bah ouais, quand même. Non. Et après, il s'est dit que, en fait, il savait pas comment était fabriquée la glace, donc il allait venir m'aider au labo pour fabriquer la glace, quoi. Donc non, c'est affaire familiale, quoi. On en discute. On discute le soir, on discute le week-end, on discute au repas de famille, on parle de la glace, quoi. Et du coup, genre, quand tu stressais, quand il y avait des choses qui se passaient et que c'était pas comme vous vouliez, t'arrivais à quand même faire la part des choses, je veux dire. Oui, parce que c'est juste une activité professionnelle, en fait. Ah, t'arrivais vraiment à faire ça ? Ouais. T'arrives à lâcher prise et ne pas... C'est compliqué, lâcher prise. On travaille tout le temps sur le lâcher prise, mais c'est pas ta vie en fait le boulot. Donc si c'est pas ça, c'est autre chose. Et puis on fait autre chose après. Ouais, mais par exemple, imaginons il y avait une situation où par exemple un des employés, il se met en arrêt ou des trucs comme ça, et tu dois aller travailler le samedi soir ou je sais pas quoi. Donc c'est toi ou c'est moi qui y vais. Tu vois, là tu mets dans, comment t'étais ? C'est en fait, chaque fois que j'ai eu ce genre de choses, qui est en fait une contrainte, je travaille sur ça en me disant pourquoi ça m'agace, qu'est-ce qui m'énerve, qu'est-ce que je ne veux pas faire et comment je peux faire autrement. Donc à chaque fois, toutes ces contrariétés ou toutes ces épreuves, et quelles qu'elles soient dans le domaine professionnel ou personnel, c'est ok, comment je fais pour me réaligner moi et enlever cette contrainte et travailler d'une autre manière en fait. Donc ça, c'est un changement permanent. Sur le coup, non, mais en fait, on savait que ça faisait partie du truc et que c'était de pire en pire, quoi. Et c'est là aussi que c'était une évidence à un moment donné de dire on ferme le glacier parce que c'est pas possible, c'est pas compatible avec une vie de famille et d'avoir une pression comme ça. Non, et puis il faut que ce soit rentable, quoi. Et c'était là, tu passes ta vie à jouer aux pompiers au lieu d'aller développer ton truc, c'est pas le but non plus, quoi. Donc si on s'éclatait plus, on arrête, quoi, c'est tout. Ok. Et donc, du coup, une vie professionnelle parallèle ? Une vie professionnelle parallèle, ouais. En fait, c'était juste avant le Covid que ça s'est passé. Parce que j'en avais marre de ce côté, genre, on parle que de livres. Et puis, en fait, en 2019, ça commençait à être très développé. Et moi, je lisais beaucoup à ce moment-là parce que j'avais un tout petit à la maison et que j'étais occupée avec lui. Mais... ça commençait à devenir très marketisé en fait, le monde littéraire, et du coup fallait lire énormément. Mais pour lire énormément, ça veut dire c'est ton métier en fait, c'est-à-dire que t'es prof, ça veut dire que t'es bibliothécaire, ou c'est-à-dire que t'es dans le monde de l'édition. Et c'est ces gens-là qui ont commencé à faire de super belles photos, des superbes articles et tout. C'est des comptes que j'ai connus à l'époque qui avaient 200-300 personnes et qui aujourd'hui ont 10-15 000 personnes sur Instagram, tu vois. Donc pas mon métier non plus, quoi. Donc, on m'a arrêté. Et il y avait beaucoup de choses qui avaient envie de sortir. Donc, j'ai commencé à parler d'autres choses, notamment parce qu'on avait des problèmes au boulot et tout, avec les salariés et tout. Donc, j'ai voulu parler d'autres choses et j'ai parlé de ce que je savais, c'est-à-dire l'organisation et la gestion de projet. Et là, ça a intéressé des gens. Et je vois que les gens, ils s'intéressent beaucoup à ça, qui commencent à me poser des questions et tout. Et là, je me dis, moi qui ai toujours voulu faire du coaching, pourquoi pas, mais je m'en sentais pas légitime. Et petit à petit, moi j'ai commencé à rentrer dans un cycle de formation, mais je voulais pas y aller. C'était le coaching, c'était genre je reculais en fait. Je me disais non, c'est pas pour moi, je suis pas capable, machin et tout. Mais pour moi, le métier du coaching, c'est soit tu y vas parce que tu te dis c'est un truc où tu peux gagner beaucoup d'argent et tu le fais, mais tu le fais en surface.
soit c'est un truc où tu le fais malgré toi parce que finalement c'est quelque chose que tu sais faire, quoi. Mais moi j'avais très peur de prendre cette responsabilité-là et d'influencer en fait le cerveau des gens, en fait, parce que c'est ça, avec le coaching, les techniques que tu apprends, tu peux influencer la personne en face, mais ça va pas avec mes croyances, quoi. Du coup c'est quelque chose où je venais étape par étape, et au moment où on s'est dit après le Covid, donc moi j'ai monté ma structure en 2020 en sortie du confinement, comme beaucoup de gens, beaucoup de gens à ce moment-là se sont dit non, ils veulent bosser autrement, ils veulent bosser de chez eux et tout, et au départ je voulais faire du coaching en organisation. Et après, j'ai cherché, quand on a parlé de se réinstaller à Paris, moi, je savais que je ne voulais pas reprendre mon ancien poste à Paris, même si le poste était encore actif, que c'était un marché où il y avait beaucoup de possibilités et tout. Moi, je me voyais absolument pas laisser mes enfants le matin et revenir les récupérer à 20h et les apercevoir le week-end. C'était pas mon délire. Donc, je me suis dit, OK, on va chercher. J'ai aimé, à un moment donné, on était en décembre et je me dis, je vais quand même checker un peu le marché et voir ce qui se passe. Et c'est là que j'ai découvert Open Classroom. Donc, aucun rapport. Ils étaient en train de recruter du monde. Et ça m'a plu, leur truc. Donc, il y avait tout un process à passer, des entretiens vidéo, enfin, des vidéos envoyées, des questionnaires, machin. Et en fait, en une semaine, pendant les fêtes de Noël, genre, ça s'est fait pour moi, quoi. Ça s'est ouvert. C'était pour moi, quoi. Et en fait, ils m'ont écrit, mais vu votre expérience et tout, on fait sauter toutes les limites, parce qu'au départ, tu avais le droit qu'à un seul étudiant, on fait sauter toutes les limites, tu peux prendre autant d'étudiants que tu veux et tout, tu peux en prendre 5 dès le départ si tu veux et tout. Attends, tu peux juste expliquer Alors, Open Classroom, à l'époque, c'était spécialisé en informatique, vraiment au tout début. Et au fil des ans, ils ont commencé à prendre des trucs de marketing, en fait. Donc moi, au moment où je suis rentrée, c'était sur un parcours chef de projet digital. Donc le but, c'est de former des gens sur des métiers, en fait, et d'avoir une formation concrète. Donc leur donner à la fois un diplôme reconnu par l'État, mais une formation très concrète qui se base en études de cas. Et c'est basé sur du e-learning, donc les gens sont autonomes pour apprendre différents sujets sur leur thème, et ils sont accompagnés par un mentor qui, toutes les semaines, va le challenger pour savoir où il en est sur les projets qu'il doit rendre. Et après, chaque étude de cas est évaluée. Donc, c'est que en mode projet, en fait. Et j'ai trop adoré. Mais genre, vraiment trop adoré. Attends, mais du coup, la formation, c'est eux qui te la donnent ou c'est toi qui... Non, la formation, c'est eux qui la dispensent. D'accord. Ils ont des donc formateurs. Toi, t'es le mentor. Le mentor. Ah, d'accord. Toutes les semaines, j'ai un rendez-vous avec des personnes. Ok. Et j'ai commencé à aimer de plus en plus ça. Mais genre, vraiment aimé de plus en plus ça. Et quand je vous dis que c'est que de l'opportunisme, en fait, c'est que... en fait, j'ai toujours intégré ce qui se passe par ailleurs. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à aller au glacier. Ça m'arrivait tout le temps des trucs, genre... soit c'est mes fils qui tombaient malades, soit c'est moi, je m'étais cassé l'orteil, je pouvais plus aller travailler. J'avais quelque chose qui m'empêchait d'y aller. Donc, je dois bosser de chez moi, c'est pas possible. Après, j'ai eu la dingue. Ça a remis bien les choses. On était 3, mes enfants et moi, là-bas. Ça a duré 5 semaines chez nous. J'étais dans un état et tout. Mais dans cet état de fièvre, je me réfléchissais aussi à ce que je voulais faire et tout. Et en fait, j'ai fini ça. Et 3 mois plus tard, c'est le Covid que j'ai chopé. Et en fait, pendant le Covid, donc j'étais enfermée dans une chambre où je faisais avec mes enfants d'une partie de la maison, puisque nous, on était contaminés et pas le reste de la famille. Et en fait, on avait, il y avait des séminaires auxquels je m'étais inscrite. Donc, il y en a un, c'était sur le marketing digital, mais j'en avais marre parce que c'était toujours la même chose. Et je me disais, c'est bon, j'en ai marre. Et il y avait un autre truc, c'était sur du business coaching. Et je venais de changer ma signature dans mes mails. Et j'ai une de mes étudiantes qui me dit « Ah ouais, c'est par la formation de Morgane Febvre que tu as changé ton truc. Parce que ça marqué business coach intuitif. » Ou je sais pas, j'avais marqué quelque chose comme ça. Et je lui dis non. Et donc, je vais regarder le replay. Pendant que moi, j'étais au séminaire marketing digital, je m'étais inscrite à cette offre truc, mais j'ai regardé un replay. Et là, je fais « Mais c'est trop moi, ça. J'ai trop envie, en fait. » Et donc, je me suis dépêchée de déconfiner, de désinfecter la maison pour passer mon entretien en visio et me dire c'est bon, on fait un nouveau truc. Et donc là, j'ai un appel, un entretien et tout, et elle me dit c'est bon, vous êtes prise pour cette formation de business coach intuitif. Et donc, ça se passait en visio sur plusieurs mois. Mais du coup, cette formation, quelqu'un t'en avait parlé, enfin, parce qu'il y a tellement de formations que tu... Non, en fait, c'était juste une coach que je suivais comme ça, mais où j'ouvrais même pas forcément tous les mails. Il y a un mail où j'ai ouvert,
Et j'ai postulé parce qu'elle faisait ça s'appelait comment ça s'appelle, les CIF, donc c'est les séminaires pour les entrepreneurs au féminin, et elle réunissait plein de gens. Et donc j'avais fait à un moment donné, j'avais postulé. Juste à ce moment-là, j'avais postulé, j'avais fait c'était une interview avec elle. On était déjà 2, je crois. Et on parlait du marketing digital et tout. Je crois que c'était ça le sujet. À l'époque, je m'en souviens plus. Et après, j'ai enchaîné cette formation. Et cette formation, il n'y avait que des neuroatypiques. Mais genre, que des neuroatypiques. Et moi, j'avais déjà découvert le multipotentialisme 2 ans auparavant. Et donc ça, t'as été avec une psy? Voilà, c'est... Non, c'est... comment elle s'appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Femme d'influence. Femme d'influence qui, en 2020, faisait pas mal de formations et tout. Et c'est là où moi, j'avais entrepris un truc, mais c'était vraiment du développement personnel, en fait. Et c'est là que j'ai découvert le multipotentialisme. C'est-à-dire que t'es pas enfermé dans un métier ou dans une boîte, t'as besoin de faire plusieurs choses en même temps. Et je me suis dit, ok, je peux faire ça alors. Mais après, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser, mais le principe du multipotentialisme, c'est de jouer aux poupées russes. D'arriver à imbriquer les choses les unes dans les autres, parce que sinon tu t'épuises et tu te disperses, et puis tu développes rien, en fait. Donc l'idée, c'est de toujours arriver à relier tout ce que tu fais, en fait. Et là, je rentre dans cette formation et tout. Et cette formation, elle se clôture par un séminaire en région parisienne. Et donc, j'y vais. C'était une expérience. C'était dans un château. On était trop bien. Et on avait plein de séminaires et tout. Et t'as pas peur là, quand tu vas là-dedans et tout, là? Non, parce que ça faisait 4-5 mois que j'étais avec ces gens-là. Ah, donc tu les connaissais? Je les ai connus par visio parce qu'on avait des séances toutes les semaines, on avait des groupes de coaching, on devait se coacher les uns les autres. Et en fait, Morgane, elle crée toujours des safe places. Donc, elle avait déjà éliminé les personnes qui pouvaient nous poser problème et tout. C'est pour ça que c'était sur entretien, sur candidature, le process de sélection et tout. Il faut que tout le monde se sente à son aise. Et je m'étais tellement bien sentie à mon aise que, en fait, c'était que des neuroatypiques. Donc, t'as des conversations qui commençaient et qui ne finissaient pas, mais les autres savaient de quoi on était en train de parler. T'avais plusieurs sujets de discussion qui s'entremêlent. Et là, quand on dîne, en fait, chacune est en train de raconter ses expériences. Et t'en avais qui sont plus âgés que moi, qui ont des grands enfants et tout. Et puis, ils commencent à raconter, parler de TDAH, de 10 et tout, machin. Et moi, je les regarde et je dis plus rien. Et là, elles me disent, ah ouais, c'est bon, on m'appelait Sandrine. C'est bon, Sandrine est en train de faire la liste de toutes les choses et là, elle est en train de comprendre sa vie, quoi. Et j'ai fait, oui, c'est ça en fait. Et le lendemain, j'envoie un message à mon père en disant, oui, alors toutes les fois où je me trompe, où je prends 1 heure de plus parce que je me perds ou je sais pas me garer, ça s'appelle de la dyscalculie. Toutes les fois où je suis prise à mes émotions, c'est de l'hypersensibilité. Tous ces trucs, voilà. Et je fais, en fait, c'est pas moi. Et quand je suis revenue, il me dit, mais j'ai rien compris à ton message. T'as dû se dire, allez. Ah là là, qu'est-ce qu'elle a encore, hein. Je lui dis, mais tu sais, en fait, c'est héréditaire, quoi. Et là, il me dit, bah oui, mais qui fait ça? Je sais pas. On verra. Voilà. Et c'est du coup, j'ai refusé de me faire diagnostiquer parce que je n'en voyais pas l'intérêt de faire diagnostiquer parce que j'ai fait pas mal de petits tests en ligne. Je me suis beaucoup documentée sur le sujet et puis en fait c'est tellement évident. Et en fait, quand j'ai amené mes enfants chez le médecin et que le médecin m'a dit oui, on peut les faire diagnostiquer si vous voulez, mais j'avais déjà demandé à mes collègues coachs et en fait elles m'ont dit tant qu'il n'y a pas d'handicap à l'école, fais pas ça, ne colle pas une étiquette sur les enfants et tout. Et donc quand elle m'a expliqué, le médecin, que c'est par exemple des enfants qui regardent la télé à l'envers ou qui sont tout le temps plein d'énergie et que c'est plus facile pour eux d'être en mouvement que de se focaliser parce que c'est là où ils vont perdre l'énergie. Je dis ok, d'accord, c'est bon. Donc voilà. On a donc aujourd'hui, mes fils et moi, on a tous du neuroatypisme, mais on sait en fait chacun ce qu'il a, quoi. Donc par exemple, mon aîné, qui lui n'a pas de TDAH, c'est lui qui va s'assurer que j'ai bien fermé la maison à clé, que j'ai pas encore perdu mes affaires. Il sait qu'on va mettre 1 demi-heure de plus pour partir parce que forcément on va revenir à la maison et que j'oublie quelque chose. Le petit, c'est celui qui va bien ranger des choses. Le petit, c'est celui qui va être pris aux émotions. Enfin, voilà, donc on se régule les uns les autres, quoi. Trop bien. Voilà. Donc ça, c'était cette première formation-là. Mais même si je faisais du mentorat, même si je coachais des gens en organisation, il me fallait plus, en fait. Et c'est là que on était en 2023. Et là, j'ai entrepris une formation de life coaching avec Evercoach. Et Evercoach, c'est lié à Mindvalley. Mindvalley, c'est la plateforme de développement personnel.
Et c'est fondé par des Indiens. Et ce que j'adore, c'est ce côté anglophone, international et indien, où tu te rends compte que ces gens qui sont très riches, qui sont hyper connus dans le monde entier, en fait, ils arrivent à des problématiques que chacun vit culturellement, quoi. C'est-à-dire que le gars, quand il te raconte sa vie, le coach Agit, là, donc c'est lui qui a fondé la formation, il te raconte son histoire, genre, on était 23 dans la même maison et j'avais pas d'espace pour réfléchir, en fait. Rien que réfléchir, c'est compliqué. Et aujourd'hui, c'est un coach qui apprend aux gens à réfléchir, quoi. Et quand, je sais plus si c'est moi qui avais posé la question, je crois que c'était moi. Genre, mais comment tu fais pour parler du coaching, en fait, à tes parents, quoi. Et là, il avait dit, non, il y a des choses que t'es pas obligé d'expliquer, en fait. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Parce que moi, j'avais ce problème-là, c'était comment j'explique que je suis en train de monter un autre business. Alors qu'il y a le truc de glace, quoi, et qu'on va me dire, mais concentre-toi sur les glaces, pourquoi tu vas faire autre chose? Et c'est quand je suis allée à Paris. En fait, j'étais à un stade où je voulais même plus l'expliquer, en fait, je me suis dit, tant pis, quoi, je fais ma life. De toute façon, j'avais toujours du mal à expliquer ce que je faisais entre les systèmes d'information, la logistique. Donc, voilà. Et c'est quand je suis allée à Paris qu'on s'est dit, mais ça a l'air sérieux son truc, en fait. Ouais. Et carrément parti là-bas pour faire un truc. C'est ça, on est allé récupérer un diplôme. Et après, on s'est dit, mais c'est un diplôme de quoi déjà, ton truc? Mais c'est quand des gens autour de moi ont commencé à parler à mes parents de ce que je faisais. Et là, ils font ah ouais, mais tu as aidé cette personne-là? Oui, mais très peu, quoi. Et là, ils se sont dit, ah ouais, d'accord. Donc, si très peu, elle commence déjà à aider les gens, alors si elle le fait vraiment, qu'est-ce que ça donne, quoi? Et en fait, je suis rentrée dans ce truc-là. Mais encore une fois, j'étais pas prête. Et en fait, quand on rentre dans cette formation-là, le premier soir, on nous dit, fais tous les vœux que tu veux, ça va se réaliser. Mais sois prête à ce que ça se réalise. Et là, tu fais, ouais, t'as cotillé ce truc-là. Tu parles. Je crois qu'il y avait 72 leçons dans le truc, et chaque leçon, en fait, elle te fait remettre tout en question. Tu ne peux pas devenir coach si tu ne fais pas l'exercice toi-même. Donc, t'apprends à tout déconstruire et reconstruire, en fait, d'une autre manière. Et arrivé sur la fin de la formation, je me dis, mais je suis pas prête, en fait. Mais du coup, ça fait quand même peur, ce décalage, en fait, de toi avec le reste du monde, j'allais dire. Parce que toi, tu travailles sur toi et j'ai l'impression vraiment en profondeur, parce qu'il y a 70 cas pratiques. Il y a un gros décalage qui se crée. Surtout que après, tu commences à côtoyer des gens qui sont d'un autre niveau, quoi. Tu vois, dans les groupes de coaching, j'avais une qui était en Angleterre, une qui venait d'Amérique du Sud. C'est un autre truc qui se crée. Mais en même temps, ça augmente ton seuil à la tolérance parce que tu comprends que les gens ne sont pas passés par les mêmes choses que toi, les mêmes expériences que toi. Et là, c'est une question de calibrage. C'est est-ce que les gens sont prêts? Enfin, de toute façon, tu peux pas rester inerte. T'es pas la même femme que ce que t'étais à 18 ans, quoi. Oui, ça c'est clair. On est toujours en train d'évoluer. On est toujours en train d'évoluer et le but de la vie ici-bas, c'est que t'évolues, quoi. Si t'évolues pas, ça sert à rien, en fait. Tu restes dans le premier appart où t'as vécu et puis tu t'arrêtes là, quoi. Dans tes premières formations et tout, tu t'arrêtes là. Donc, après, il faut savoir s'entourer de gens qui ont envie d'évoluer. Et j'ai envie de te dire, les gens qui ont pas envie d'évoluer, au bout d'un moment, ils sortent naturellement de ta vie aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça t'a fait un tri quand même, parce que... Ça m'a fait... Est-ce que c'est genre, Shabina a trop changé, laisse tomber, Shabina maintenant... non, mais Shabina, maintenant qu'elle a son truc, tu vois, est-ce qu'il y a... Je ne pense pas. En tout cas, j'ai jamais entendu, personne n'est venu. Non, mais je veux dire, toi, dans ta tête, tu te dis pas qu'il y en a qui se disent ça et que du coup, naturellement, Non, parce que j'ai appris au fur et à mesure du temps de me détacher du regard des autres. Et comme j'avais toujours eu ce parcours où j'étais toujours à part des autres de toute façon, j'avais déjà inculqué ça, sauf que je l'ai accepté. En disant que c'était le gros changement, c'est on peut pas plaire à tout le monde et que on fait les choses à sa manière et l'essentiel c'est de se plaire à soi et de plaire à Dieu. Mais justement dans l'autre sens en fait, peut-être que toi t'as vu qu'avec certaines personnes ça passait plus. Enfin, tu vois qu'il y avait un décalage dans les discours. Il y a des choses où des fois on te parle et tu te dis mais en fait. Disons que j'ai progressif. En fait, là où je me sentais à l'étroit, j'ai fini par sortir de ces espaces-là. Tu vois, j'ai passé moins de temps, comment dire, plutôt qu'à vouloir obtenir la validation de tout le monde et aller discuter avec tout le monde, j'ai choisi les personnes que je fréquente, les personnes avec qui je discutais, toutes les personnes que je veux fréquenter. Je fréquente pas tout le monde, quoi. Je préfère rester seule chez moi à apprendre des choses ou à lire ou à regarder mes séries que d'aller discuter avec tout le monde. C'est pas mon délire, en fait. Donc, oui, mais après, je pense que de toute façon,
à chaque stade de ta vie, de toute façon, ça change les gens autour de toi. Il y a un socle qui reste, des gens que tu peux même reparler au bout de 10, 15, 20 ans et qui sont toujours là pour toi. Et il y a des gens que ça marche plus au quotidien, en fait. Mais ça fait partie du truc, quoi. Et du coup, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que, donc on était en mai 2023, et là, je me dis, non, il me manque encore un truc. Et là, je suis re-rentrée dans une autre certification. Et là, c'était une des avant-dernières, je savais. C'était la connaissance de soi. Donc, les tests de personnalité DISC, ça et l'intelligence émotionnelle. Et je me suis éclatée. Mais genre, vraiment, j'ai adoré, quoi. Et j'ai commencé à comprendre certaines choses que je faisais moi, en me disant, mais c'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que je fais ça. Et du coup, à décrypter comment fonctionnaient les autres personnes, en fait. Et apprendre à mieux communiquer, mieux interagir avec eux. Et donc, il y avait des formations certifiantes, et après, il y avait plein de petites masterclass. Et au bout d'un moment, un des formateurs m'a dit, bon, Sandrine, maintenant, c'est bon, quoi. T'es prête, vas-y, maintenant, arrête de suivre des formations, et vas-y. Parce que là, du coup, tu pratiquais pas encore. Je pratiquais, si, mais je continue de vouloir me former, quoi. Après, quand tu deviens coach, t'es obligé de te former. Ça fait partie du truc. Tu peux pas lâcher le truc. C'est comme un médecin. Si jamais tu restes à tes connaissances d'étudiant, ça va pas loin. Ça évolue, quoi. Et après, j'ai fait une dernière formation qui était sur le leadership, qui était basée sur le MBTI cette fois-ci. Et là, je me suis dit, c'est bon, maintenant, ça s'arrête. Et j'y vais. Et c'est quelque chose que j'ai d'abord appliqué sur moi avant d'appliquer sur les autres. Donc, on arrive en fin d'année 2024. Et là, après, il y a eu la vie qui s'est enchaînée, donc des choses qui sont passées dans ma vie perso, dans ma vie pro, qui ont fait que une bonne partie des projets que j'avais à ce moment-là s'est mis en pause. Naturellement, parce que la priorité devenait Magicas. De là où on faisait une restructuration complète d'entreprise, parce que c'est pas pareil, en fait, quand tu as un glacier qui est ta vitrine, et que finalement tu te retrouves à te séparer de cette sécurité financière et de miser tout sur ton réseau de distribution. Donc ça veut dire aussi arrêter une partie des contrats de l'équipe, travailler autrement, voilà. Donc c'est un gros bouleversement, et il s'est trouvé que la vie a fait que cette restructuration, finalement, je l'ai fait seule, mais avec l'appui de mon papa derrière, quoi. Et là, en fait, ça a encore été un virage à 360 degrés, parce que je me suis mise à avoir à gérer d'autres priorités, comme les enfants, comme prendre soin de moi, comme... Ouais, mais attends, là, quand tu dis seule et tout, t'avais pas justement envie de tout arrêter, justement? Pourquoi continuer des Magic Sticks et quand même, il y a quand même de la production, il y a quand même... il y a comme livrer, il faut trouver des nouveaux. Il y a deux choses, c'est que il y a un côté purement matériel, concret, et législatif, et un côté purement spirituel. Côté comment ça s'appelle, concret, machin, tout ça. C'est le fait que tu peux pas arrêter un business comme tu as envie en France. Tu peux pas. Il faut que tu prennes soit des repreneurs. Faire reprendre une affaire familiale, c'était hors de question. Mettre en pause, ça aurait été la solution. Mais t'as quand même des emprunts qui courent, t'as quand même un personnel, tu peux pas déclarer faillite comme ça. Enfin voilà, il y a tout un processus. Donc tu fais pas ce que t'as envie. Deuxième chose, c'était quand même aussi le truc qui nous faisait vivre, c'était l'activité principale. Donc il y avait des enfants à gérer derrière. Faut bien continuer. Tu peux pas tout lâcher du jour au lendemain, quoi. Mais comme toi, t'avais quand même tu vois, je parle que de toi. Ouais. T'avais quand même ce bagage, ces gros bagages que t'avais eu avec toutes ces formations et cette possibilité de justement tout recommencer. Ouais, cette possibilité. Et je me suis dit, il y a cette responsabilité d'avoir un réseau de distribution, d'avoir des clients et d'avoir des salariés, quoi. Et je me voyais pas tout arrêter du jour au lendemain. Et du coup, je me suis dit, Dieu me laissera ce qui est pour moi, en fait. Et il me guidera là où je dois être. Et en fait, par la force des choses, donc là, on se retrouve à presque 1 an et demi de la fermeture du glacier. Le truc improbable, c'est que c'est moi qui me suis mise à fabriquer les glaces, quoi. Ce qui était pas tout dans le truc, quoi. C'était jamais toi avant. Ah non, c'était pas moi. Ah oui. C'était pas moi. Et la vie a fait que c'est moi qui me suis retrouvée à fabriquer les glaces. Mais c'est pas forcément quelque chose que je dis ou que je crie sur les toits. Et malgré toi ou je me suis prise de passion pour ça.
C'est Mais en fait, on vous a dit, elle aime tout. oui, mais c'est ça. Les sticks, je participais un petit peu, mais c'était pas moi qui t'avais. Je participais à l'ensachage et tout ça, quoi. Et chaque fois que je suis devant, je m'éclate en voyant les couleurs. C'est les couleurs de la nature, c'est les couleurs du fruit, quoi, tu vois. Et je m'éclate. Tu sens les senteurs et tout. Tu te dis, waouh, c'est trop beau ce que Dieu a créé, quoi. Et quand je me suis mise à faire la glace, en fait, j'adore. C'est un moment où je m'éclate, où j'ai envie de mixer plusieurs ingrédients, où j'ai envie d'inventer de nouvelles recettes, ça me canalise, et ça là où la créativité se développe. Et pendant que je suis en train de fabriquer la glace, je dis tiens, et si je développais tel marché, et si je faisais ça, et si je faisais ça, c'est un moment où ouais, tu c'est peux ça. Et du coup, on a commencé. Et puis en fait, je vous dis encore une fois, c'est une histoire d'opportunisme et de guidance, quoi. C'est-à-dire que à ce même moment, j'ai des clients qui viennent encore m'appeler pour me dire ouais, je veux vendre vos glaces, ou je veux travailler avec vous, ou je veux vendre votre glace mais en vitrine et tout. Et donc c'est comme ça que de nouveaux projets se sont développés, quoi. Et la chose improbable, c'est que finalement toute l'équipe a changé, mais genre toute l'équipe a changé. Donc là, on était 7-8 au moment où la décision a été prise de fermer le glacier. Aujourd'hui, on n'est plus que 2 au Four et Moulin. On est 2. On est 2, et je m'occupe de tout, en fait, de la glace, de la gestion financière, du marketing que je reprends maintenant, parce que ça, c'était la partie en pause. Donc là, je reprends maintenant le marketing, et du suivi de développement d'activité, quoi. Et j'ai mon commercial qui, lui, il est sur route et il s'occupe du reste. Mais c'est quand même moi qui gère la facturation, les relances, voilà, tout ça, quoi. Mais ça te prend un temps de dingue. Non, mais là, j'ai besoin de... Je veux dire, par exemple, la production de glace et tout, tu le fais combien de fois, en fait? Ça dépend des semaines. Parce que tu peux le faire une fois par semaine ou... Non, normalement, c'est une activité qu'on fait tous les jours. Sauf que moi, j'ai pas le temps de faire tous les jours parce que déjà j'ai un temps limité, en fait, le temps que je dépose mes enfants à l'école et tout. L'après-midi, je suis plus sur mes visios. Les mercredis, c'est trop compliqué de travailler. Mais tout s'est ajusté naturellement, c'est-à-dire que à un moment donné, de toute façon, je pouvais pas tout faire. Donc j'en étais consciente. Donc on a été moins présent sur le marché. Et on a fabriqué moins, on a fabriqué que ce qu'on pouvait, quoi. Mais les clients fidèles, ils ont toujours été là. Après, il y a la conjoncture qui a... Enfin, tout ça imbriqué, finalement. Parce que tu as eu la conjoncture économique qui a fait que les gens, ils avaient moins de pouvoir d'achat aussi. Ou alors, il y a beaucoup de gens, jusqu'à très peu de temps, qui préféraient partir en vacances. Et donc, qui économisaient sur leur achats locaux pour ça, quoi. Et après, il y a eu au mois de février, quand la guerre a éclaté, je me suis dit, mais c'est foutu pour mon marché, quoi. Mon marché, c'est les stations-service, c'est 90% de ma clientèle. Je fais, là, ça va être un gros problème, quoi. Et du coup, très vite, on a anticipé et on a dit, on va travailler autrement. Donc, travailler autrement, ça veut dire, j'arrête de faire des tournées de livraison et voir qui c'est qui manque. On appelle les clients et on va vous passer commande et on se déplace que si vous faites une commande, parce qu'on va pas gaspiller l'essence pour rien, quoi. Donc voilà, mais du coup, ça veut dire que c'est des stations qui ont aussi moins de liquidité aujourd'hui, donc qui vont moins acheter ou moins payer, ou voilà, mais c'est la réadaptation permanente, en fait, j'ai envie de dire. Il y a pas des moments où t'as envie de complètement arrêter? Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'arrêter. Mais c'est genre des petites heures dans la journée, quoi, tu vois. Oui, comme toujours. Et après, t'as un truc qui arrive, ou t'as un message qui arrive, ou t'as un feedback qui arrive, ou t'as une pensée, tu dis, non, en fait, pourquoi? On joue, en fait. Je considère le business comme un jeu. Et on s'amuse, et puis on verra jusqu'où ça va, quoi. Et de toute façon, comme tu dis, un bagage derrière, je sais que le jour où ça s'arrête, je sais que je vais faire autre chose, quoi. Et là, aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, parce que je reprends mes projets que j'avais mis en pause il y a 3 ans, parce que maintenant, on commence à se stabiliser. Et puis, naturellement, je rentre dans mon cycle où c'est une activité saisonnelle. Donc là, comme on rentre progressivement en hiver, là, c'est le moment où je travaille sur mes projets de fond. Donc, j'ai à la fois mes projets de fond pour le glacier et à la fois j'ai encore le glacier, mais pour Magic Glace. Vous avez compris. Et mes autres programmes. Et là, aujourd'hui, j'essaie de trouver un fil conducteur et jouer au poupées russes et de les imbriquer les uns dans les autres, quoi. Et en gros, Magic Glace, en fait, c'est mon laboratoire d'expérience. C'est proof of concept. C'est ce que je te montre par ailleurs dans le coaching. Je te le dis. Et c'est pour ça que j'ai échangé il y a pas très longtemps avec ta business mentor. Parce que le business coaching, c'est tu coaches les gens, mais dans leur activité. Donc, c'est eux qui drivent et toi, t'es juste là pour leur montrer le truc. Tandis que le business mentoring, c'est, je suis déjà passée par là, je vais te montrer comment le faire. Donc, tu partages ton expérience. Ça va être ça, la grosse différence aussi. Et c'est,
plus durable parce que le coaching, une fois qu'il est fait, quoi. Tandis que le mentor, tu peux toujours revenir vers lui, quoi. Mais c'est la même chose quand les gens ils disent ah ouais j'ai besoin d'un mentor et tout gna, tu sais, genre les grands tous les entrepreneurs, tu vois, ils ont toujours des mentors en fait. Je vois, tu dis mais où est-ce qu'ils trouvent leur mentor comme ça? Mais en fait moi je croyais que c'était juste genre tu sais, des gens que tu rencontres, d'autres entrepreneurs qui t'inspirent, qui truc, avec qui le feeling passe bien, tu peux raconter tes problèmes et tu vois. Je pensais même pas que c'était un business, quoi. Disons que c'est moins connu en tant que business, hein. Ah, mais je pense que, c'est quelque chose qui est hyper développé aux États-Unis, au Canada. Ça, c'est vraiment là-bas que ça existe, le business mentor. Et je pense qu'en France, on n'a pas bien compris encore ce truc, quoi. Oui, ça va arriver. Et donc, c'est pour ça, je pense, mais dans je sais pas combien d'années, quoi. Les gens, ils sont plus là en mode, il faut faire du coaching, tu vois. Ou alors, ils te vendent des formations, ou ils te vendent des coachings de rêve, tu vois. Genre, ouais, tu vas avoir cette vie-là, et tu vas avoir, ouais, tu vas gagner le temps, et ça. Mais c'est pas ça, en fait. Parce que les gens qu'on rencontre, tous les gens dans la vie, en fait, c'est pas ça dont ils ont besoin. Donc, vas-y, par exemple, imagine, quelqu'un t'appelle, en fait, donc du coup, tu fais ta promo sur Instagram. Ouais. Donc, je me dis, ah ouais, ça m'intéresse, je le sens bien avec elle. Ouais. Je t'écris, donc après, qu'est-ce qui se passe après? Ça va être des sessions individuelles. Ah, d'accord. Ça va être des sessions individuelles, mais, justement, parce que j'ai moins de temps, ça va être beaucoup en autonomie. Donc, beaucoup de e-learning, en fait, où les gens apprennent certaines choses en toute autonomie. Et après, moi, je viens par des séances, je vais travailler spécifiquement sur le projet. Mais il y aura plusieurs méthodes parce que là, je suis en train de tout revoir. Donc, il y aura des séances individuelles, il y aura des séances de groupe. Et après, il y a des petits ateliers sur des problématiques bien précises. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, quand t'es entrepreneur, en vrai, tu sais faire les choses. T'apprends à faire les choses par toi-même. Donc, t'as pas besoin non plus de quelqu'un qui te tienne par la main, quoi. Mais pour certaines choses, ponctuellement, t'as besoin de certains trucs. Ou alors, moi, mon truc, il y en a deux, c'est faire les choses en fonction de soi. Pas un copier-coller de ce que font tout le monde. Parce que la connaissance de soi, c'est mon truc, quoi. Donc, on fait les choses en fonction de ce que toi, tu es. Ce que tu es, ce que tu as. Et on va faire ton business autour de ça. Et après, la vie qui s'invite. Et du coup, tu peux pas faire les choses comme tu as envie de faire, ou tu es obligé de te mettre en pause, ou voilà. Ça, c'est mon truc. Et je me suis retrouvée, en y réfléchissant, en fait, toutes les personnes que j'ai mentorées et que j'ai coachées, c'est souvent été des personnes qui leur arrive un truc dans la vie. Pendant qu'on est en train de bosser sur leur projet, c'est d'un coup une séparation, un deuil, un gros problème de santé, et du coup, ils sont obligés ils n'ont pas envie de mettre en pause. Parce que c'est des gens qui ont envie de travailler, et donc on fait en fonction de ça, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas être à 200% pour ton projet pro ou ta formation, mais on fait avec ce que tu peux, quoi. Et le principe, c'est de continuer toujours, quoi. Et là, du coup, c'est une vraie activité que tu fais. Oui, c'est une vraie activité, ouais. C'est une vraie activité. Tu vois, on est en train de dire vrai comme si mais mais formation. Oui, elle a dit qu'elle avait besoin de se former beaucoup. Oui, c'est pas au juste. Début, c'était plus. Ouais, c'est pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est. On pourrait dire que c'est un side business parce que ça a moins de. En termes de temps, j'en fais moins que mon activité principale de glace aujourd'hui. Mais c'est pas un side business non plus parce que c'est une activité à part. Tu faisais vraiment plus ce side business que parce que j'en parle plus. D'accord. Parce que j'en parle plus. J'en parle plus et j'en parlais pas forcément de Magic Glace en fait. Et du coup là, t'as créé une société? Oui, ça fait des années, ouais. Ok, et t'es en quel statut? Auto-entrepreneur? Non, je pouvais pas parce que j'avais déjà Magic Glace. Donc là, c'est SASU. J'ai une SARL et SASU, en fait. D'accord. Et je sais pas si c'est indiscret ou pas, mais en termes de chiffre d'affaires, c'est en pourcentage par rapport... Magic Glace, c'est plus. Ouais. Magic Glace, c'est plus. Oui, tu peux pas c'est pas le but, en fait. Oui. Ouais. Mais bon, c'est normal de faire en douceur. Magic Glace, en fait, c'est ce qui va me permettre, en fait, de faire vivre mes enfants, quoi. Et le reste, ça va être le bonus. Ça va être le confort qui arrive à côté. Mais tu vois, ça montre bien que, en fait, tu priorises quand même la prudence aussi, et que c'est important parce que on a une responsabilité. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Et tu peux pas tout lâcher d'un coup juste parce que poursuivre ses envies, c'est pas possible parce que tu peux pas tout faire tout envoyer valser du jour au lendemain. Je veux dire, t'as des responsabilités, faut que tu les gères quand même, quoi. Donc oui, après développer cette activité-là, oui, de manière à ce que demain, si j'ai vraiment envie d'arrêter les glaces ou quoi, je puisse le faire parce que je sais qu'il y a la sécurité qui reste de l'autre côté, quoi.
Mais après, je pense que tu as un attachement particulier à Magic Glass parce que c'est quelque chose c'est un truc familial. C'est un truc familial. Et puis, c'est gratifiant de gagner de l'argent aussi. Ouais. Non, mais, enfin, tu vois, tu te dis que. Et puis là, toute seule, en fait. T'as créé ça, enfin. Ouais, c'est gratifiant. Et genre, ton canal d'acquisition, du coup, pour ton mentoring, c'est Instagram? Il y a Instagram, c'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Et, donc vraiment à La Réunion, alors? La Réunion, mais en France aussi. Ah, ouais, en France aussi. Ouais. Des gens que je connais ou qui en parlent entre eux, et puis voilà quoi. Et quand il y a quelqu'un qui vient te demander conseil, voilà, que vous travaillez avec toi et tout, comment toi est-ce que tu as cette petite peur ou c'est un truc que j'ai changé récemment, justement, parce que j'avais ces deux casquettes-là de life coaching et business mentoring, et j'ai perdu trop d'énergie sur le life coaching, mais genre trop quoi, parce que j'ai toujours ce côté où t'as des gens qui vont venir me voir, ils ont un problème, des gens que je connais personnellement quoi, qui ont un problème, et moi je vais aider à résoudre le problème, et après je me rends compte qu'en fait ça faisait partie de mon job en fait, mais c'est vraiment dur, tu vois. Et puis un autre truc, c'est donc il y a ce côté là où j'ai donné de moi, de mon énergie et tout. Il y a ce côté où tu te rends compte que la personne en fait, elle vient de parler de ses problèmes, mais après t'apprends qu'elle a signé pour des formations, des coachings ailleurs, tu vois. Là, tu te dis pas. C'est pas l'histoire de avoir deux avis là, comme ils le font avec les médecins aussi. Non, mais c'est vrai. Je sais pas. Qu'ils vont voir un et après ils vont voir l'autre pour voir s'ils disent la même chose et après. Je sais pas. Ou peut-être c'est aussi tu te dis est-ce que j'ai plus d'affinité avec cette personne. Oui, tu peux avoir ça. Mais... je sais pas. Après, j'ai l'impression peut-être parce que j'avais pas assez formalisé les choses, tu vois, ou que j'étais pas assez invasive ou assez insistante, ou j'en sais rien. Mais quand tu connais la personne, moi il y a plein de fois où on veut truc et je me dis on peut pas demander de l'argent. Enfin, tu vois, il y a ce côté-là, tu donnes et c'est un business. Mais j'ai ce côté-là dans les deux trucs, hein, c'est genre on attend de moi qu'on me donne des glaces, tu vois. Ah oui, au bout d'autant d'années. Oui. Mais c'est comme t'as tellement de gens qui viennent me voir. Alors là, ça va être la période, là, des associations et tout ça qui viennent te voir. Oui, ça va vous faire un bon coup de pub, mais un bon coup de pub où en fait tu travailles à Antoine Rayon que tu vas faire un coup de pub. Ou c'est quoi ton délire? En fait, t'as juste une école. Ils me connaissent déjà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? Encore au début, tu vois. Oui, au début, oui, quand tu veux te faire connaître. Mais là, ça va. Les glaces, voilà. Quand j'en parle à un tu connais les glaces en station? Oui, c'est moi. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc voilà. Oui, je trouve que les entreprises nouvelles qui ont besoin de publicité. Ça, c'est différent. Ok, d'accord. Ça, on est bien installé. Mais on attend toujours de moi que je donne des choses, quoi. Évidemment, tu dis, oui, mais tu sais, ça coûte. Oui, mais en fait, tu donnes de l'essence gratuitement, ça marche comment en fait? Tu fais des soins médicaux gratuits ou? Oui, non, c'est juste, ils voient que la partie, wow, trop bien, elle vend des glaces, c'est trop bien, elle peut manger des glaces quand elle veut et genre, elle vit dans un rêve. Trop bonne. Franchement, la majestique, ça me donne envie d'avoir une piment tamarin, là. Charmant, gars. Merci. Et il y avait ça, et puis il y a ce côté où je me suis surinvestie pour les autres. Où quand quelqu'un me parlait d'une problématique, je me disais faut que je me forme à ça, faut que j'aille chercher ça. Ouais, faut que j'aille me documenter sur ça. Et mais je me suis rendu compte que en fait on est dans une époque un peu compliquée, mais le marché français est très différent du marché américain, hein. Et le marché français il va être un peu frileux et il va être à la fois très autonome, mais ça va être beaucoup de choses qu'ils vont voir dans le développement personnel, dans les bouquins. Ils vont vouloir appliquer ce que tout le monde fait et après ils vont s'étonner mais pourquoi ça marche pas? Et dès que tu vas leur proposer un truc, ils vont te dire non mais ça j'ai déjà fait, ça fait longtemps que j'ai travaillé sur moi. Oui mais tu travailles sur toi mais en surface en fait. Mais en profondeur t'es allé voir ce qui se passe. Et je me suis rendu compte que j'ai attiré à moi aussi des gens qui avaient des vrais problèmes derrière. Dès que tu veux creuser un peu et proposer genre ce que je fais aussi, ce à quoi je me forme, c'est l'enfant intérieur. Donc on va dans les blessures du passé pour voir ce qui est à travailler. La personne elle fuit et elle va signer ailleurs. Et t'as beaucoup de gens où je me suis retrouvée qui font plusieurs thérapies. Donc ils se concentrent pas sur un truc, mais c'est un peu comme si tu consommais, tu vois, tu prépares un brunch et donc tu vas aller acheter à droite à gauche plusieurs choses pour faire un truc à ta façon et c'est eux ils vont aller à chaque fois faire des trucs, mais c'est des trucs de courte durée. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que certaines personnes ont vraiment besoin d'un psychologue ou d'un psychiatre et de faire un travail en profondeur parce que
il y a des répercussions sur leur famille autour, tu vois, ou sur leur boulot. Et ils sont pas prêts à franchir le pas. Bon, bah, tu dis 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon, je vais faire Oui, autre moi, chose. je pense qu'il y en a, ils sont pas prêts en fait à Non, aller vraiment au fond et à vraiment se dire c'est ça. bah il y a quelque chose à changer parce C'est qu'on ça. a notre fierté, on a notre ego qui est démesuré. C'est ça. Et c'est comme, tu vois, quand je fais passer des tests en intelligence émotionnelle, donc c'est un truc qui est cadré, tu vois, t'as un centre universitaire derrière, donc le truc, t'as des vrais résultats, quoi. Et en fait, t'as des gens qui sortent avec une super bonne note en intelligence émotionnelle. Tu dis, oh, c'est cool, en fait, la personne, elle a une bonne intelligence émotionnelle et tout. Sauf que quand tu lui présentes les résultats, on n'a pas le droit de donner le livret d'analyse sans faire passer un entretien à la personne et lui expliquer ce qu'il y a derrière. Et quand tu creuses, en fait, tu te rends compte que c'est pas vrai que la personne a une vraie bonne intelligence émotionnelle. C'est juste qu'elle a une très bonne éducation et que elle va faire attention à ce qu'elle va dire à la personne en face. C'est ça, ouais, tu réfléchis. Et elle va être sélective dans ses réponses. Mais tout ce qu'elle vit et qu'elle subit, Elle le dit pas. elle le dit pas. Et c'est pas Et du coup, c'est pas pertinent alors. bah non, ça sert à rien. Oui, mais ça la sécurise en disant j'ai fait ça, j'ai fait quand même Ouais, ce c'est ça. test, tu vois. Ouais. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de faire tout ça et d'arrêter de faire du coaching individuel en live coaching. C'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle et tout ce qui est leadership, connaissance de soi, ça vient s'intégrer. Genre, t'as un business, tu veux le lancer ou tu veux faire une activité à côté ou tu fais un side business ou même tu veux juste faire carrière et tu veux faire une reconversion ou monter les échelons dans ta boîte. Ok, on va faire en fonction de toi, ta personnalité, mais sans supprimer qui tu es, sans vouloir rentrer absolument dans des cases, mais avec intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que tu ne te contrains pas, tu t'exposes pas non plus à la figure des gens, quoi. Mais c'est pas, ne pas dire les choses aux gens, c'est pas faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est juste une fuite, c'est juste de la lâcheté, c'est pas autre chose, quoi. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, ouais, non, les gens qui viennent me voir, c'est pas bon, en fait. Ils veulent pas entamer ce vrai retour à soi, donc c'est pas mon truc, en fait. Ça reste en surface. Ils sont pas prêts à entendre ce que tu veux leur dire. Ouais, du coup, pour toi, trouver des gens qui sont vraiment, ça rajoute un cran en fait dans ta recherche de clients parce que du coup, c'est vraiment des gens qui veulent vraiment, qui en ont conscience, qui veulent rentrer vraiment en profondeur dans leur travail sur eux-mêmes finalement. Peu importe le projet. Oui, peut-être. Mais en fait, j'ai envie de te dire que les personnes que je vais accompagner, ils vont avoir en commun ce truc de genre, je suis pas capable. J'ai pas confiance, je sais pas faire, tu vois, et d'arriver petit à petit à se dire mais non, enfin tu les attires sur un truc et après tu arrives à travailler que sur le reste, quoi. Et c'est ce que finalement, par exemple, tu vois, les étudiants que j'accompagne à la fin de la formation, ils me disent pas merci de m'avoir aidé à avoir mon diplôme, c'est merci pour tout ce que tu m'as appris. Et quand ils me rappellent un peu plus tard, c'est ouais bah tu vois, j'ai eu telle difficulté mais j'ai réussi à m'en sortir parce que tu m'avais déjà montré comment je pouvais le faire, quoi, avec mes ressources, tu vois. Donc c'est plus ça qui reste à la fin que le diplôme, donc c'est ça qui est cool, quoi. Et après c'est trouver la bonne manière de se vendre, quoi. Ouais. Et ça c'est. Et là maintenant, bah du coup hier t'as écrit des stories et j'ai l'impression que du coup là, je voulais voir avec toi la relation par rapport à la religion aussi parce que tu la mets plus au cœur de. Ouais. Bah, en tout cas déjà dans tes stories on le sent. Ouais. C'est clairement ça fait partie de ma vie, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est ce qui m'a aidé à me relever après chaque épreuve, de me dire bah c'est la volonté de Dieu, donc on y va, quoi. De toute façon on peut pas faire autrement. Sauf que c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais quand tu grandis en métropole, on te fait taire cette partie-là de toi. On te la fait cacher, en fait, sauf qu'elle fait partie intégrante de ta vie. Moi, là où j'ai grandi, là où était Aix, à l'époque où le FN a commencé, on avait 4 villes autour de nous, quoi. Les premiers votants, où tu vois 10% de ton quartier a voté FN, tu regardes tout le monde avec suspicion en disant qui a voté contre nous, en fait? Parce qu'on n'était que 3 familles colorées, quoi. Donc, tu vois, tu te dis, bon, il y a un problème, quoi. Faut pas oublier que nous, on a une histoire très riche et que là je parlais de transgénérationnel, donc on récupère ce que les générations avant nous ont vécu. Nous on n'a pas vécu de guerre en propre, par contre on a vécu 2 colonisations, la colonisation anglaise en Inde et la colonisation française à Madagascar. Et donc ça fait partie de notre histoire aussi, ce côté-là où on va, et puis on a le côté Gouzat, donc qui est vraiment le côté commerçant, le côté je m'adapte à mon public et tout. Donc on a ce côté-là qui va être partout dans le monde, on va arriver à s'intégrer. Et après, on a notre religion qui est universelle, en fait. Universelle, intemporelle. Et
comme j'ai ce multiculturalisme en moi et cette éducation en moi, j'ai toujours réussi à composer avec, en fait. Mais ça fait partie de moi. Et puis, en fait, en vrai, ça se voit sur ma tête, quoi. Quand j'étais à Paris, c'était toujours, t'es de quelle origine, d'après toi? Et ici, tu te noies dans la masse. C'est ça qui est cool. C'est qu'aujourd'hui, quand je suis arrivée au départ, je me justifiais. Non, mais moi, je viens pas d'ici. Moi, j'ai vécu en métropole aussi. C'est un truc qui s'appelle, pardon. Voilà, c'était moi. C'était la phrase. Mais c'est quelque chose qui, plus ça va et plus ça prend de l'ampleur en moi, en fait, et dans mon mode de vie. Et c'est pas quelque chose que je peux taire. Donc, même avec mes étudiants, je parle de spiritualité, en fait. Quand ils viennent me raconter, ouais, mais j'ai ça comme problème, bah ok, bah, on parle de connaissance de soi, on parle d'émotion, on parle de, bah non, mais ça fait partie de la vie. Si t'arrives ça, que tu dois déménager, bah c'est ok, ça fait partie de ton truc. Mais on va continuer. Donc, je l'ai imbriqué, en fait. Et j'essayais de ne pas trop en parler sur les réseaux sociaux parce que j'avais déjà eu plein de problèmes par rapport à ça, quoi. Des gens qui me connaissent et qui viennent me parler de ça, genre pourquoi? Mais dans les deux sens, genre pourquoi tu défends, enfin tu te rends compte que tu te mets, tu es en train de, alors c'est par rapport au 7 octobre, hein, que t'es en train, tu te rends pas compte qu'il y a eu un acte terroriste. Ah oui, d'accord, dans le sens. Tu vois? Ok, alors c'est bien beau de découvrir la Palestine en 2024. Va te plonger un peu dans les bouquins et voir ce qui s'est passé en 1950. Et là, on en reparle après. Si t'as pas cette connaissance-là, tu peux pas venir dire c'est un acte isolé, un acte terroriste. Et non, c'est pas ça. Pareil, quand il y a eu cette histoire en Iran qui a éclaté, on te fait une grosse propagande, quoi, étant genre t'es le méchant dans l'histoire. Et tu dis non, mais c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Donc il y avait ce côté j'en parle pas, et toujours ce côté je me camoufle par rapport à ça. Sauf que ça fait partie de mon mode de vie, ça fait partie de l'éducation que je donne, et c'est ce qui fait la manière dont je me comporte avec les autres et la manière dont je travaille, en fait, puisque c'est placé toujours au cœur. Toutes mes décisions, je l'ai dit plusieurs fois, ce que je fais, c'est je me fais guider et je demande et j'essaie d'appliquer le plus d'éthique possible aussi dans mon business, en fait. Et là, je me suis dit, il faut que j'arrête de vouloir séparer les deux trucs pour faire plaisir à d'autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux travailler avec moi, t'acceptes qu'il y a ce côté-là et que t'es pas tout seul dans ton coin en train de faire ton business. C'est pas vrai, quoi. Il y a une entité qui est plus forte que toi. Et c'est comme, pendant longtemps, en fait, je marquais, mais ça, je l'écris plus vraiment. Je sais même pas si j'écris Dieu. Je crois que je l'induis, mais je l'écris pas. Mais pendant longtemps, je parlais de l'univers. Parce que c'était le truc politiquement correct de dire l'univers et ça englobait toutes les croyances et tout. Mais en entreprenant mes études de théologie, je me suis dit, non, mais l'univers, c'est réducteur. C'est qu'une infime partie, en fait. C'est qu'une infime partie du truc. Donc maintenant, j'ose le dire. Et puis, en fait, à la réunion, donc tu peux le dire, quoi. Et on m'a dit, je connais des gens qui ont un public que musulman, qui décident de travailler qu'avec une cible musulmane, quoi. Et on m'a dit, pourquoi tu fais pas ça? Non, pourquoi je me cacherais, en fait? C'est universel. Et ça parle à tout le monde, en fait. T'as tout le monde qui... En fait, j'y crois pas au truc je suis athée. C'est un truc auquel j'ai jamais cru, parce que quand tu discutes avec des athées, tu te dis, mais en fait, dans ce cas, pourquoi tu travailles? Pourquoi tu te formes, en fait? T'as qu'à sortir toute ta vie si tu crois qu'il y a rien derrière. Pourquoi tu fondes une famille? Pourquoi tu prends des responsabilités? Moi, j'y crois pas. Donc, et du coup, j'ai décidé de plus le séparer. Et là, maintenant que j'avais il y a pas mal de comptabilité, d'administratif à finir, j'ai quasiment fini. Là, maintenant, je vais pouvoir me remettre en marketing et relier toutes les activités entre elles et sortir ma nouvelle ligne éditoriale. Et donc, il y aura cette partie-là vraiment spirituelle dont je vais parler. Donc, juste être aligné, mais vis-à-vis des autres, parce que toi, tu l'étais déjà, mais juste ne plus le cacher, en fait. Aligné vis-à-vis des autres, non, ça a sauté ce truc-là. Puisque maintenant, la relation qui m'importe plus, c'est la verticale, avec Dieu. Mais ne plus cacher, parce que, en fait, tu vois, il y a eu aussi un truc qui s'est passé, c'est que l'année dernière, quand on a eu le maire de New York, et tu te dis, mais en fait, on devrait tous être là, en fait. C'est pas censé, aujourd'hui, c'est un cas isolé, mais c'est pas censé être un cas isolé, en fait. De toute notre connaissance qu'on a, tout ce qu'on nous invite à toujours faire depuis le début, c'est de construire, rassembler et de faire évoluer les choses. Mais on a tendance dans notre communauté,
parce qu'on a toujours été une minorité partout et qu'on n'a jamais eu de lieu à nous, de toujours faire les choses en catimini. Et en fait, t'as plein de gens qui font des choses extraordinaires chez nous, mais tu le découvres longtemps après, parce que t'as aussi ce côté très humble aussi où les gens ne disent pas ce qu'ils font. Et ce côté, genre, pas je cache, mais on nous apprend aussi, genre, tes bonnes actions, tu les montres pas forcément, ça aura plus de portée si tu les fais de l'intérieur, quoi. Et là, je me dis, ok, pourquoi est-ce qu'on enlève cette partie-là? De toute façon, j'ai marqué holistique parce que holistique, moi, je crois pas, genre, tu t'assieds avec quelqu'un, tu parles que business, c'est pas possible. En fait, il y a tout le reste, en fait, qui vient, quoi. Donc, ouais, c'est quelque chose que je ne cacherai plus. Voilà. Ok, trop bien. Nous, on est à 100%. Hein. Ouais. Nous aussi, tiens, genre, même quand on commençait nos vidéos, on se disait, mais je sais pas comment on commence, on dit quoi. Ils ont dit, c'est d'amener les coups. Ouais, en même temps, c'est pas que des musulmans qui nous regardent, donc voilà, c'est irrespectueux pour eux, mais en même temps, tu vois, genre, des petits questionnements. Des trucs que tu te serais jamais posé la question si on se serait pas retrouvé dans cette situation, en fait. C'est ça. Et en fait, je me dis, on se prend il y a plein de petits détails comme ça tout le temps, où on a l'impression qu'on a une double personnalité parce que depuis qu'on est petit, on nous a appris à faire ça. Ouais, et on a été dans un environnement qui fait que, finalement, est-ce qu'on avait le choix? Tu rentres dans le moule, en fait. C'est ça. Tu veux toujours rentrer dans le moule pour te dire, comme ça fait pas de vagues et c'est ça. Tu rentres dans le truc, et voilà. Ça. Mais c'est pas. Il faut s'intégrer. Voilà, on nous a tellement dit, il faut s'intégrer. C'est nous qui sommes dans leur pays, donc il faut s'intégrer, il faut faire comme eux. Mais en fait, on fait rien de mal, en fait. Non, c'est pas parce que tu vas dire ce mot-là plutôt que ce mot-là que ça va. C'est ça. Non, je partage complètement ce que tu dis. Je crois que c'est juste accepter que notre identité, notre identité, en fait. Que la religion, ça fait partie de notre identité. C'est complètement intégré à notre. C'est pas une pratique qu'on fait. C'est pas juste parce qu'aujourd'hui, il y a aussi, tu vois, t'as un monde qui se tourne de plus en plus vers le spiritualisme. Ok, on est d'accord. Et ici, tu le vois. Ici, c'est très fort. Et même, c'est pour ça que je suis convaincue que l'athéisme n'existe pas vraiment, le agnosticisme, parce que quand tu vois les gens venir de métropole, finalement, tu les trouves toujours à croire à quelque chose ou amplifier leur pratique spirituelle. Puis on est quand même dans un endroit où, moi je sais que les glaciers, à certains jours, on les fermait. On les fermait parce qu'on savait que les gens ils étaient à l'église, les parkings des églises étaient pleins, quoi, tu vois. Mais il y a deux côtés. Il y a ceux qui retournent à la foi en profondeur et qui alignent leurs actes, qui commencent à faire des rituels et tout, vraiment religieux. Et t'as ceux qui vont effleurer la spiritualité et qui vont faire des petites choses et puis te montrer un aspect spirituel, mais qui en fait ne l'est pas, quoi. Ça, c'est un truc auquel il faut faire attention aussi. Mais aujourd'hui, du coup, tu peux quand même t'exprimer sur ta spiritualité parce que tu trouveras quand même des gens qui vont te suivre, quoi. C'est comme les gens qui se disent écolo, quoi. Quand, je sais pas si vous avez eu le truc, mais nous, quand on avait ouvert après les premières années pendant le Covid, là où les gens venaient de métropole pour consommer et tout, et t'as des gens qui refusaient carrément la cuillère en plastique. Et il y avait des gens qui prenaient une tuile 3 boules et pas de cuillère. Et là, tu regardes, tu fais, mais comment tu vas manger? Ouais, mais du coup, on les regardait manger en disant, mais tu vas t'en mettre partout. Honnêtement, il faisait comment? T'as pris une vidéo quand même. C'est indigne la manière de manger, quoi, parce que. Donc, c'était vraiment comme t'as fait. Mais c'est ça, tu vois. Et en plus, la glace, elle fond, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu t'en mets partout. Donc, c'est quoi le but, en fait, pour économiser une cuillère? Tu vois. Et les gens me disaient, oui, c'est fabriqué comment? Est-ce que ça a voyagé? Est-ce que je sais pas quoi? Et là, t'as juste envie de dire, et toi, ça te dérange pas d'avoir explosé le bilan carbone et d'avoir fait 10 000 km pour manger ta glace, quoi? Et c'est bon, quoi, tu vois. Et en fait, en discutant avec des experts en économie circulaire, le fait de... Parce qu'on disait, ouais, qu'est-ce que tu fais des cuillères en glace? Nous, à un moment donné, on les récupérait pour les laver. Mais les trucs en bois, c'est pas forcément mieux, en fait. Ça n'a on a essayé. Et en fait, il y a un tas de questions qui se posent derrière. Donc, mais c'est toujours ça, c'est toujours une question de profondeur. C'est est-ce que tu fais les choses en surface pour dire que tu fais du greenwashing, ou bien est-ce que tu vas au fond des choses et est-ce que tu travailles sur toi ou est-ce que tu fais vraiment le travail, quoi. Et si tu fais vraiment le travail, t'as pas besoin de dire que tu travailles sur toi. Ça se voit. Donc voilà. Ouais, c'était vraiment une bonne phrase, ça. Voilà, peut-être, je pense que pas d'idée. Ok, cool. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter parce que là, on a vraiment enchaîné. On va faire quand même la petite question. Alors voilà, c'est bien ça. Ouais. Alors, un petit sachet de thé avec une question. Comme quand on pêche. Alors,
Quelle citation ou phrase résume ton état d'esprit du moment? Si c'était que le truc, quelle citation, j'aurais dit celle de Gandhi, en fait. Be the change that you want to see. Donc, vraiment être au cœur du changement. Et là, celle qui dit résume ton état d'esprit du moment, en fait, c'est ma manière de vivre. C'est ce que je vous ai dit au début. C'est inversé. C'est, qu'en fait, on est capable de tout faire, en fait. Et c'est pas si Dieu nous donne quelque chose, c'est qu'on est capable de le faire, sinon on peut pas le faire, quoi. C'est ça. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Shabina. Merci à vous. C'était un plaisir. C'est un honneur. Et on a appris plein de choses sur toi. Là, Finalement. bon, et puis, bonne continuation Merci à toi. beaucoup. Ouais. Et on a hâte de voir ta nouvelle bio Ouais. Instagram sur Super Humaniatite. Non, mais tu gardes ce nom ou non alors? Oui, je regarde ça. Ah, ok. Ouais. Bon, voilà. On mettra tout. Ancienne liseuse de chat. Ok. On mettra les infos en barre d'infos pour si vous voulez suivre Shabina. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci à toutes et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker et à nous mettre une note de 5 étoiles sur toutes les plateformes. Ça nous aidera beaucoup à nous faire connaître. Merci beaucoup.